Bon, bonjour à tous. Là, c'est la première séance de ce ciné-club du Discord de Parole d'honneur. Donc aujourd'hui, on va parler du film Get on the Bus de Spike Lee. Donc pour faire un peu une présentation de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais commencer par présenter le film, tout simplement, son auteur, son scénariste, parce que c'est intéressant de voir que c'est pas un film qui est écrit par Spike Lee. Après, on va discuter autour du film, ce qu'on en a pensé, ce que ça a pu nous inspirer, quelle connexion on peut faire avec d'autres films qu'on a déjà vus ou bien d'autres œuvres tout simplement. Et après, je trouvais intéressant de laisser quelques minutes en fin de discussion pour qu'on aborde chacun peut-être un film qu'on a vu cette semaine, un film qu'on a vu un peu avant, un film qu'on considère de voir, parce que ça peut être intéressant d'avoir des idées sur les films qu'on va voir. Donc, pour commencer, là, je vais aussi faire un petit moment mémoire pour André Borgner, puisque c'est un acteur du film. Si du coup ceux qui sont là avec nous l'ont peut-être vu, c'était l'acteur aussi qui est connu pour un de ses premiers films, c'était Glory. Donc c'est là où moi je l'ai découvert personnellement. Mais je pense que la plupart des gens l'ont connu dans la série Brooklyn Nine-Nine, où il jouait je crois le commissaire ou je sais plus quoi, Holt. Du coup voilà, bah, il est mort au moment où on devait regarder les films. Donc c'est des choses qui arrivent assez rarement. On espère ne pas avoir à faire d'autres in memoriam pour les prochains films qu'on a à faire. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça sympa de le rappeler avant qu'on commence de parler du film. Donc évidemment, d'abord pour commencer, présenter ni plus ni moins que Spike Lee. Spike Lee, c'est quand même l'un des réalisateurs, peut-être qui est sur cette lane des films, comment on peut appeler ça, un peu revendicateur politique, noir, puisque c'est vraiment je pense, un des réalisateurs de la black culture les plus symboliques, surtout qui s'inscrit après dans les années 90, dans les années 2000, enfin surtout les années 90, c'est le cœur de sa création, à une époque où, lui qui a grandi dans les années 70, on avait plutôt de la black exploitation, donc où on avait plutôt des films qui étaient faits sur le dos des personnes noires américaines, un peu qui surjouaient certains stéréotypes, du coup en faisant de l'argent dessus. Donc lui, au contraire, c'est des films qui parlent du vécu des personnes noires, mais du point de vue d'une personne noire, et même des personnes autour. Puisque dans ces films, on a très souvent des personnes juives, on a très souvent des latinos, tout ça, quelques blancs pauvres. Donc c'est toujours très intéressant de voir un peu ce mix de films. Donc évidemment, je pense qu'un des premiers films que tout le monde a vu de Spike Lee, ou en tout cas un de ses plus connus, c'est Do the Right Thing, où là aussi c'est intéressant parce que ça vient mélanger à New York les personnes noires, les personnes latinos, les personnes italiennes, tout ça, il y a un peu les rapports conflictuels qu'elles peuvent avoir. Après, évidemment, son premier film gros budget, c'était Malcolm X, où, pareil, je pense que c'est là où la majorité des gens l'ont connu. On a un très bon Denzel Washington, Denzel Washington qui déjà à ce moment-là est un très grand acteur, très connu, donc c'est pas n'importe quoi. Après, dans les films récents, il y a évidemment Black Lanksman, qui est sorti il y a pas très longtemps, où là on est quand même déjà dans un film qui a un message politique, mais qui est peut-être un peu plus calme, on va dire, plus habituel. Alors là, j'ai pas mis d'insert photo, mais on peut. Comment il s'appelle déjà son film c'est aussi quelqu'un qui est très fan de basket. Alors là, vous demandez peut-être pourquoi je fais une transition sur le basket. Parce que c'est pour après parler du scénariste, c'est très intéressant. Alors bien sûr, Spike Lee, grand fan de, de basket des Knicks qu'on voit sur le bord des terrains. Et du coup, je vais vous parler de son scénariste. Le scénariste du film qu'on va regarder aujourd'hui, Get on the Bus, Reggie Rock Bytewood, qui, du coup, c'est la première fois, j'ai regardé dans la filmographie de Spike Lee, de ses films longs métrages, je crois il les a quasiment tous écrits. En tout cas, au moment où on arrive à Get on the Bus, c'est la première fois où il y a deux films qu'il n'écrit pas. Donc j'ai noté, c'était aussi Girl Six, qui sort la même année, qu'il n'a pas écrit. Mais sinon, il était tout le temps scénariste. Donc là, on a Reggie Rock Bytewood qui a écrit ce film-là. Il se trouve que ce scénariste, il est très 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 proche, finalement, de ce que fait Spike Lee.
On a par exemple, pour parler de deux productions récentes qu'il a fait, donc il y a la série Swagger, qui est une série sur le basket, sur un personnage qui se rapproche d'un Kevin Durant. Et on a aussi la série qui est sortie avant, Shots Fired, qui parle de police, que c'est beaucoup du coup justement sur les violences policières. Finalement, on a deux thèmes qui sont très très proches à Spike Lee aussi. Donc je trouve ça intéressant, sachant qu'évidemment ces deux séries sont plus de 15 ans après, même plus 20-15 ans après la sortie de Get on the Bus dont on va parler aujourd'hui, que finalement ça montre que son scénariste colle vraiment au sujet de, de ce film, enfin de Spike Lee en tout cas. Donc pour revenir sur Get on the Bus, sans non plus parler directement du film, peut-être les contextes, c'est un film qui sort en 96, pour parler un peu de monnaie, d'argent, hein, qui des fois est le cœur du métier quand on parle de film. C'est l'un des plus petits budgets des films de Spike Lee. C'est intéressant de le voir. C'est tandis que, par exemple, enfin, en tout cas, de cette période de Spike Lee, on a quand même en 96, on est plusieurs années après Malcolm X, qui est un de ses premiers gros films, à 34 millions de dollars du coup de 92. Après, si on parle d'autres films dans la même période, on a Crooklyn qui a 14 millions, Clockers en 95 qui a 25 millions. De la même année que Get on the Bus, on a Girl 6 qui a 12 millions. Et Get on the Bus, on est à peine à 2,4 millions. Donc c'est vraiment un petit projet dans la filmographie de Spike Lee. Ce qui veut pas dire que c'est pas important. Mais je pense que, après je vous le demanderai, mais je pense que comme moi, vous avez eu cette impression que c'est un film qu'on n'a pas trop entendu parler. C'est quand même un film dans la filmographie de Spike Lee qui est assez inconnu presque. Et preuve que c'est un film qui est quand même un peu laissé de côté. Je sais pas si vous l'avez vu comme moi sur YouTube, mais déjà c'est un film qui est en libre accès sur YouTube. Et on sait que les films qui sont sur YouTube où les ayants droit vont pas le faire supprimer, c'est souvent des films qui sont un peu quand même abandonnés par les ayants droit. Mais quand même, ça nous permet de voir ce genre de film très très intéressant. Donc Get on the Bus, pour après être sur le contexte un peu politique, c'est un film qui parle de la One Million March. La One Million March est du coup une marche des droits un peu civiques sur Washington, qui a été appelée notamment par Farrakhan, qui est le leader de Nation of Islam. Bien sûr, c'est aussi une marche qui a été appelée par plein d'autres mouvements civils, des banlieues, tout ça, donc pas que lui, et ça va être tout le cœur du film. Hein. Mais c'est intéressant de voir du coup que ce film répond un an après, peut-être aux interrogations qui ont découlé d'après cette marche. Parce que c'est là où c'est intéressant de voir que le film n'a pas été écrit, réalisé en même temps que la marche. Il a été fait un peu après. Donc c'est-à-dire que déjà il doit répondre à certaines interrogations pendant la marche. En tout cas, après avoir fait du coup cette présentation que j'espère assez succincte et en même temps assez précise, je vais vous laisser du coup vous présenter et vous-même parler de votre expérience avec ce film. Donc du coup peut-être je vais commencer. Je vais donner des noms, comme ça va être plus pratique pour savoir qui commence. Data, est-ce que tu veux bien commencer? Ouais, ça me va. Est-ce que vous m'entendez bien? Toujours? On t'entend très bien. Ok, super. Donc bon, mon nom c'est Yacine pour les intimes, on va dire. Donc, pour les films de Spike Lee, je crois que j'ai vu Malcolm X il y a pas mal d'années. Donc, c'était pas mon premier film, mais j'avais jamais entendu parler de ce film avant de le regarder. Bien sûr, je connaissais, on va dire, l'événement historique. Qu'il essaye de décrire, mais de façon bien sûr cinématographique. Donc que dire sur le film? Globalement, ça m'a plu, même si pour être honnête, c'est pas le film ou un chef-d'œuvre pour moi, mais c'était quand même un bon film. Et tu as demandé si on avait ressenti que c'était un petit budget. Alors, je l'avais pas checké avant que tu le dises, mais effectivement, je sentais que c'était pas, il y avait pas beaucoup de moyens, mais ça reste quand même un film plutôt bien fait par rapport à son budget. Euh,
Que dire de plus? Bah, sinon, pour ceux qui l'ont pas vu du tout, qui veulent peut-être découvrir un peu de quoi il s'agit, c'est une sorte de road movie. Bon, sans forcément tous les clichés habituels du genre moderne, on va dire. Mais ça reste, voilà, c'est un trajet. Donc c'est un groupe qui part de la côte ouest et qui part vers Washington. Il me semble sur un trajet qui va durer 6 jours à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on ne sait pas trop le parcours de chacun. Voilà, la première scène, c'est on découvre les personnages qui embarquent dans le bus. Et après, petit à petit, sans vous spoiler le film, bien sûr, on découvre les caractères de chacun et c'est assez intéressant, en fait, j'ai trouvé, d'explorer les problématiques de la communauté noire américaine en interrogeant chacun des personnages. Donc chacun apporte des problématiques que peuvent rencontrer les Noirs américains. Bon, pour être honnête, il y a des profils qui m'ont plus intéressé que d'autres. Peut-être qu'on va y revenir plus tard, une fois que tout le monde aura parlé. Donc, pareil, même en termes d'acteurs, il y a des acteurs qui sont beaucoup, pour moi personnellement, qui étaient beaucoup plus inspirants que d'autres. Après, je ne sais pas pareil, s'il y a des acteurs plus amateurs que d'autres. Pour être honnête, je n'ai pas fait l'exercice de checker. Et voilà, il y en a, ça se voit, ils ont plus d'expérience que d'autres. Voilà, je ne sais pas si on détaille plus Escalose ou ça te On va comme reviendra après info? dans la discussion, je pense, sur tout ça. Du coup, Voilà, ok. Comme ça, je veux pas monopoliser, mais c'est vas-y, ça. vas-y, Là, si c'est t'as un des... peu pour donner nos premières impressions, lâchées comme ça. Après, je vous poserai quelques questions. Et on peut en micro Ouais, ouvert où on pourra tous rebondir sur ce que chacun dit. Mais là, c'est un peu, je laisse un petit moment pour chacun vraiment donner son ressenti du film. Du coup, là, Al dente, si tu peux du coup prendre la parole et donner ta expérience, un peu ta sensation avec ce film. Yes. Bah moi en fait, c'était pas la première fois que je voyais le film, je l'ai vu étant plus jeune. Moi je suis métis, donc mon père est noir, ma mère est blanche et mon père nous avait donné pas mal de films comme ça, à regarder on va dire. À l'époque c'était en VHS je crois d'ailleurs et donc là c'était plus une redécouverte en gros, parce qu'à l'époque j'avais pas encore la conscience en fait de comprendre vraiment tous les éléments, notamment politiques et tout ça, qu'il y a dans le film, notamment la One Million March. À l'époque, c'était même pas quelque chose dont je me souvenais, et c'était pas quelque chose qui était. Je savais même pas à quoi ça correspondait exactement. Moi, c'était plus le voyage que je voyais, le road movie, comme on m'a dit Data Scientist, et c'était plus ça l'expérience que j'en avais. Et surtout, en tant que métis ou enfant, voilà, ayant un parent au moins noir, Spike Lee, c'était l'une des rares personnes qui nous permettait de nous resituer, de trouver un ancrage et tout. Et donc, très vite, nous, on allait vers des films comme ça. Et on était très friands, justement, des films de Spike Lee parce que il y avait une forme d'identification et ça nous parlait, quoi, en fait. Donc, déjà, c'était pour replacer un petit peu dans le contexte. Je pense que l'appréhension du film n'est pas du tout la même quand on est blanc, noir ou arabe ou peu importe, en fait. Je pense ça touche beaucoup plus les personnes descendants noirs, parce que, encore une fois, il y a un truc, quoi, il y a un lien, il se passe quelque chose, quoi. Donc déjà, c'était pour dire ça. Et quoi d'autre? Bah après, je pense qu'on va rentrer, ouais, comme tu disais, de toute façon, dans le film et tout. Là, c'était juste pour placer un petit peu par rapport à ce contexte-là. Et par rapport, ouais, aussi au budget. Ce qui m'a choqué justement quand je l'ai revu, je me suis dit, c'est un huis clos en fait. C'est un huis clos et du coup, ça m'étonne pas que le budget soit low cost, parce que ça se passe dans un bus, et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant justement de prendre, enfin de voir cette approche-là, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. D'accord, merci. Déjà, j'ai une question qui me vient tout de suite là. Ça peut être intéressant de savoir, du coup, quel âge tu as? Parce que Moi, j'ai c'est... plus de 35. D'accord, d'accord. C'est intéressant parce que vu que tu parles que c'est un film... Bon, les VHS, moi, à 27 ans, j'ai aussi connu ça. Mais Ouais. tu dis qu'il y a eu un moment où tu as découvert ce film une première fois.
Donc, Ça, c'est-à-dire que c'est très intéressant parce que par rapport à nous qui l'avons découvert plus tard, toi, tu auras cette expérience d'une redécouverte. Et c'est très exact. intéressant d'un point de vue filmique parce que les redécouvertes, c'est vraiment. Ça t'ouvre ton regard vers des choses que t'as peut-être pas remarqué la première fois. Tandis que nous, Clairement, clairement. on a plus une. D'un point de vue artistique déjà et d'un point de vue aussi politique. Comme je te disais, la One Million March, c'était même pas quelque chose qui était conscientisé, quoi. Je ne savais même pas à quoi ça correspondait à l'époque. C'était plus, moi, je regardais un film pour regarder un film, quoi. Tu vois. C'était plus ça. C'est ça, en plus, ça va être très intéressant parce que, vu que tout le monde s'est un peu présenté, tout ça, moi qui suis blanc portugais, tout ça, c'est. Je suis assez loin de ces trucs-là. Donc c'est vraiment plus. J'ai une Ouais. connaissance politique de ce genre d'événement, mais j'ai pas les mêmes liens, tu vois. Alors que Data, je devine un peu les personnages à qui il s'est peut-être plus intéressé. Parce que c'est vrai que tous les personnages, ils sont. Mais chaque personnage, je pense que quelqu'un a quelque chose à en retirer. C'est ça qui va être très intéressant quand on va en parler. Mais du coup, peut-être Data, est-ce que tu veux bien prendre la parole et peut-être nous dire toi aussi ton âge pour avoir un peu une idée? Euh, Ouais, on t'entend. ouais, j'ai plus que la trentaine, donc après, j'ai jamais vu le film avant. Et effectivement, moi, je suis franco-tunisien, donc effectivement, j'ai pas les mêmes ressentis que Al Dente, à la fois émotionnellement et par rapport à, voilà, ce qu'on peut sentir même avec les liens familiaux ou avec les proches, etc. Euh, mais après, effectivement, euh, il y a pas mal de films que j'ai vus. Bon, pas celui-là pour être précis, mais il y a pas mal de films que j'ai vus étant petit ou adolescent, où que, voilà, tu regardes le film, tu as un peu d'action, tu as de l'animation, tu as des trucs un peu jolis, ça te plaît bien, c'est tout. Mais l'aspect politique, historique, contextualisation, etc., ça, voilà, tu t'en rends compte que quand tu as, on va dire, plus que la vingtaine, voire plus que la trentaine. Après, ça dépend des gens, hein, mais je parle plus de moi personnellement, de mon expérience. Et voilà, c'est toujours intéressant de revoir des films qu'on a vus plus jeunes et voilà, qui peuvent nous avoir marqué, hein, positivement, mais après on peut revoir et on se dit ah, en fait, tous ces sous-entendus, tout ce mise en contexte, j'avais pas forcément compris à l'époque, et là je regarde à nouveau et je comprends beaucoup de choses, et c'est toujours intéressant de connecter avec sa culture cinématographique, avec ce qu'on a lu aussi, toujours intéressant. Merci. Du coup, là, avant qu'on commence à bien rentrer dans le cœur du film, je serais curieux de savoir un peu comment vous avez regardé le film. Pas que, du coup, quel a été le moyen, sur Internet, tout ça, mais Genre vraiment assis sur dans un quel contexte. banc, assis sur le C'est ça, canapé, c'est c'est parce ça? que c'est important pour. Tu sais, ça peut sembler une question un peu triviale, mais c'est une importance. Par exemple, moi, en me disant, je vais devoir préparer l'émission, je suis un peu en rôle de présentateur. Donc, du coup, moi, je me suis dit, j'ai presque fait ça de manière scolaire. C'est que je me suis posé devant mon film, bon, je l'ai quand même mis sur la télé, mais tu sais, sur la table basse, j'avais un petit cahier, un stylo, et des trucs intéressants, je les ai notés. Je les ai notés. Je me dis, comme ça, je vais pouvoir aujourd'hui rebondir dessus. Du coup, j'ai été dans une écoute peut-être très active, peut-être pas assez artistique. Enfin, pas, je me suis pas peut-être moins mis dans le flow. Mais vous, est-ce que du coup, vous étiez posé sur votre lit, sur l'ordinateur, vous l'avez mis sur la télé, quand même posé sur le canapé. Est-ce que vous le regardiez et en même temps vous avez fait des trucs à côté? Des fois, ça peut donner une idée de comment vous avez reçu le film aussi. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Je commence, je sais pas si tu veux commencer à Vas-y, l'été, je te laisse la vas-y, vas-y. parole sinon. Mais donc ouais, perso, je l'ai vu sur mon canapé, donc sur télé. Et effectivement, souvent quand je regarde sur canapé à la télé, je suis un peu moins actif que si je suis sur ordi avec mon clavier, où je suis vraiment full concentré. Mais ceci étant dit, j'étais quand même assez concentré parce que de temps en temps, je mettais pause et je checkais mon téléphone pour avoir un peu de contexte historique. Notamment, voilà, je voulais remettre en perspective certaines dates, certaines choses qu'il cite, etc. Donc, j'étais en mode semi-actif, on va dire. Ah, ça c'est très Donc, intéressant. Et toi aussi, Alente, est-ce que tu étais dans cette Du coup, moi, mentalité-là? comme je l'avais mis dans le Discord, j'ai carrément diffusé en stream, en live stream le film. Donc on l'a fait en deux parties. La première partie, c'était dimanche dernier là,
Et hier, on a fait la deuxième partie. Donc, c'était vraiment en mode commentaire, film plus commentaire en même temps. Donc, c'est une approche encore différente en fait. Ça nous oblige à parler un petit peu du film pendant qu'on est en train de le voir. Donc, c'est à la fois bien et à la fois pas bien parce que peut-être que ça oriente déjà l'avis de certaines personnes. Et puis, soi-même, on s'oblige peut-être trop des fois à commenter des choses comme ça. Et comme tu dis, on n'est pas forcément en train d'observer l'œuvre ou la qualité artistique du truc, quoi. Donc voilà. Et du coup, ça me fait, ça me fait poser quelques questions. Est-ce que du coup, il y a des moments où vous vous arrêtiez dans la vue du film et pour parler, genre, ah tiens, faut regarder ça. Tiens, lui, c'est qui? Parce que c'est vrai que c'est un film il est inscrit dans une période. C'est un film de 96, ça veut dire que quand le film balance des noms, il a pas besoin de te les expliquer. Parce que c'est comme si tu faisais un film aujourd'hui en France et que tu dis Macron, Mélenchon. Ouais, ou genre, voilà, c'est ça. T'aurais pas besoin d'expliquer c'est qui Mélenchon. T'aurais pas besoin d'expliquer c'est qui Macron. Les gens savent. Mais nous qui regardons ce film-là, en France, en 2023, il y a certains noms qui sont peut-être un peu plus inconnus. Donc c'est ça que je me demande, est-ce que du coup, Data t'a dit que toi t'es allé regarder et tout sur, par exemple, Wikipédia et autres sur le téléphone, mais du coup, est-ce que toi l'étais avec du coup ceux qui regardaient avec toi sur Twitch? Est-ce que vous étiez mis un moment, tiens, c'est qui lui? Est-ce que vous avez eu des petits moments comme ça En ou fait, pas? non, on a essayé justement de pas trop s'arrêter pour pas tout analyser, avoir une lecture assez linéaire du film, enfin assez continue du film, justement pour pouvoir en discuter aujourd'hui, quoi. C'était plus ça l'objectif. Après, au début, on a recontextualisé un petit peu, et, euh, et après les noms, euh, on va dire pour les noirs pour les noirs qui ont écouté le stream, on connaît la communauté noire, on connaît les noms, on connaît les grands personnages, on connaît les trucs comme ça. C'est peut-être plus compliqué, encore une fois, pour des personnes qui sont pas au fait de l'histoire l'histoire noire, quoi. Aux États-Unis surtout. C'est ça. Mais même ne serait-ce que des lieux. Par exemple, il y a des lieux, Ouais, ils ont pas besoin d'être expliqués pour un noir américain. Hop, il y a tout. Ouais, Un lieu de Los un Angeles. moment, ouais, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Vas-y, vas-y. Tu sais, il y a un lieu de Los Angeles qui a une importance après dans la relation entre les personnages, c'est South Central. South Central, C'est ça. c'est un quartier de Los Angeles. On sait que c'est chaud. N'importe qui écoute du rap américain, n'importe qui vit aux États-Unis, il sait que c'est chaud. Du coup, quand les personnages disent South Central, qui disent je viens de là, je travaille là-bas, ça te donne déjà une idée des rapports entre les personnes. Ouais. Donc, même de la même façon que s'imagine, il y a un mec qui dit ouais, moi je suis à Beverly Hills, c'est-à-dire que tu sais déjà où le placer dans ton truc. Clairement. Donc, c'est pour ça que nous, on l'a regardé ce film-là, je pense, nous trois, avec une vision de quelqu'un qui sait déjà. Mais c'est vrai que ce film-là, je pense qu'il a son public. C'est pour ça cette remise en contexte du petit budget, très intéressant ce que tu disais du huis clos. C'est vrai que c'est un faux huis clos parce que le bus ils en sortent assez régulièrement finalement. Donc c'est Spike Lee vient. D'ailleurs c'est là où c'est très intéressant parce que la plupart des éléments déclencheurs dans le film ils viennent très souvent d'une sortie du bus. Ou alors d'un rapport de l'extérieur avec le bus. Donc on va en revenir quand on fera un peu enfin quand on reviendra un peu chronologiquement sur le film. Mais c'est ça qui est très intéressant, tu vois. Il y a vraiment le huis clos, les personnages discutent, ont des débats, se rencontrent, enfin comment on peut appeler ça, ont des idées qui se confrontent, des fois pour avancer dans une même direction, des fois pour s'opposer. Et souvent, ça découle pas de discussions directement dans le bus. Ça vient soit d'apports qu'ils ont ramenés dans le bus, soit de choses qui ont été entendues en revenant du bus. Et ça qui est très intéressant, tu vois, parce que ou de leur passé surtout. c'est ça, c'est d'un point de vue un peu cinématographique, c'est important, tu vois. C'est finalement c'est presque comme du théâtre. C'est le bus, c'est une scène. Spike Lee tourne vraiment le bus comme une scène en permanence pour t'as toujours le même set de personnages pour qu'ils puissent rejouer certains trucs avec des nouveaux éléments, tu vois. Donc, j'aime bien ton point de vue. C'est intéressant. Donc, je sais pas si vous avez des remarques à faire avant qu'on commence un peu. Enfin, moi, j'avais envie de faire un peu un truc chronologique par rapport au film, ou si vous avez d'autres remarques. Vas-y, balance. Okay. Non, c'est très bien. Ok, bah du coup, ce que je trouvais très intéressant, c'est déjà l'entrée des personnages. C'est le film Spike Lee, il nous fait vraiment chaque personnage, il rentre dans le bus, et déjà, c'est pour ça que je dis que c'est très théâtral, c'est que j'ai l'impression que certains personnages, c'est presque caricatural, tu vois.
C'est Ah ouais, ça par contre, ouais, ça c'est vraiment une remarque que je me suis faite aussi. C'est abusé à quel mais point c'est caricatural. mais c'est Chaque personnage a vraiment une c'est pourquoi personnalité. c'est important. C'est parce que je pense, c'est pour ça que pour moi Spike Lee, il fait une pièce de théâtre. Il fait pas un Ouais, film. il y a des archétypes de personnages. Donc Qu'est-ce c'est que. c'est Ouais. pour ça que c'est bien. Parce que on pourrait dire, ah non, quand même, il pousse le truc un peu loin et tout, il fait un peu de truc. Mais c'est parce qu'en fait, ces personnages, ils sont pas censés être réalistes. Ils sont censés présenter des archétypes, vraiment. De la même façon que t'as, je sais pas, Harlequin dans la comédie dell'arte, il joue ça. Il y a un moment, Spike Lee, il veut le père absent. Il te met un père absent. Il veut le fils du père absent. Il te met le fils du père absent. Et il vient te mettre symboliquement cette relation forcée du fait qu'ils sont menottés, tu vois. Là, il y a une symbolique derrière. Et puis, bien sûr, pendant tout le film, il y a le truc des menottes. Bon, je vais pas le dire trop tôt. On en parlera à la fin, mais ces menottes-là, c'est le premier truc du film. Si je me trompe pas. Le film, il commence avec le père et le fils. Et le film, Ouais, c'est la première scène. Ouais, c'est ouais, la première tout à scène. Et fait. sans que je dise la fin, on en parlera quand on parlera de la fin, c'est aussi un peu la dernière scène du film. Et c'est pour ça que ce rapport-là, c'est le rapport fondamental, je pense, pour Spike Lee, quand il fait le film. Parce que ouvrir et fermer avec ça, c'est pour lui, de tous les rapports qu'il y a dans ce bus-là, le père, le fils, c'est le rapport qu'il a décidé de mettre au centre. Donc moi, je trouve que quand t'as ça, Ouais, comme idée, ça permet pas mal de recentrer le truc. Tu vois. Donc, du coup, je sais pas votre avis là-dessus, si vous l'avez ressenti un peu comme ça aussi. ouais, bah, tout à fait, mais je pense Euh, que ouais, excuse-moi. C'est pour ça aussi que je pense que ça plaît pas à beaucoup de personnes, ce film-là, parce que c'est justement le jeu d'acteur est trop, bah, comme disait Data, trop archétypal et, ouais. euh, et du coup, bah, ça fait pas film, ça fait pas film en fait, ça fait pas film américain, ça fait pas film, je sais pas, il y a un truc qui sonne un peu faux. Après, c'est pour montrer ce qu'il a envie de montrer. Encore une fois, je pense que c'est la bonne façon de faire. Je pense que Spike Lee a abordé la chose de la bonne façon, mais pour un regard, comment dire, un auditeur, quelqu'un qui regarde, en fait, c'est vrai que ça peut coincer, en fait, ça peut Ouais, gêner. c'est pas forcément très divertissant, si c'est peut-être le. Bon, c'est pas. C'est dur de juger là-dessus, mais moi personnellement, c'est ce que j'ai dit un peu au début. Il y a certains, du coup, effectivement, archétypes qui m'ont bien plu parce que, voilà, bon, ça reste des clichés ou des choses faites pour illustrer un propos. Mais il y a quand même pas mal de. Même si ça reste. Tous les profils sont archétypaux, il y en a certains qui se distinguent plus que d'autres. Bon, peut-être on en reparlera après. Peut-être à l'écriture du personnage, ou peut-être au jeu d'acteur, ou peut-être un peu des deux, ou peut-être aussi à ma réception personnelle. Je vous dirai après mes personnages favoris. Mais après, effectivement, il y en a certains où voilà, on voit que le cliché est peut-être too much par rapport au jeu de l'acteur, et que c'est peut-être pas réussi, c'est pas forcément bien divertissant. Ouais, Si on n'a pas un regard historique ou un regard politique, on peut s'en lasser, etc. Donc, ouais, D'accord. moi, clairement. je comprends ton point de vue, Al dente, en tout cas. Du coup, on va aller. Mais Je en crois plus, il y Zach a le voulait truc, dire c'est un que. truc. Je vais peut-être le Ouais, vas-y, laisser Zach. faire sa remarque. Vas-y, vas-y. Ouais, non, juste moi je pense que je vais vous laisser parce que j'ai pas encore tellement le film, donc Ah, tu vu veux que pas vous allez te rentrer spoiler. plus dans les détails et tout. T'inquiète pas. Bah, du coup, Euh, la vidéo sera mise bah ouais, ouais, je sur vais le le découvrir, Discord, mais t'inquiète c'était pas. On n'a rien spoil pour l'instant, Pour donc ça, on n'a rien Vas-y, spoilé. vas-y, mais non, non, c'était nickel, c'était trop intéressant, c'était vraiment génial. Enfin, ça m'a donné vraiment grave envie de le voir. Bah, c'est le Donc but. merci beaucoup et puis Enfin, c'est bah, le but. bonne fin de discussion. T'inquiète Ouais, pas. Vas-y, ouais, plaisir. bah c'est cool en tout cas à merci, bon refaire train. d'autres. Ok. Merci. À Ouais, plus. N'hésite pas à revenir la prochaine fois. Du coup, Allende, je vais rebondir. Enfin, ce que vous disiez tous les deux. Et c'est là où je trouve c'est très intéressant. C'est pas pour rien qu'en intro, j'en ai fait toute une partie. C'est que le scénariste, c'est pas Spike Lee. Ça veut dire qu'à chaque fois que t'as un personnage, il y a deux regards. Il y a le regard du scénariste, dans le dialogue, dans peut-être des éléments de caractérisation et tout. Et t'as le regard de Spike Lee qui est réalisateur. Le réalisateur, c'est lui qui va te dire je veux la caméra, elle est là. Je veux la caméra, elle bouge là. Je veux que tel personnage, il se parle comme ça. Mais c'est pas lui qui a dit je veux tel personnage devant moi.
que l'ensemble de personnages, il les veut, tu vois. Et ça, c'est le scénariste. C'est pour ça, peut-être c'est intéressant quand on repense à d'autres films de Spike Lee, que là, on a Justement. quand même un truc assez différent. Y a pas ça. Ouais, c'est là où je suis pas d'accord, parce que quand tu regardes Do the Right Thing, pour moi, c'est aussi très archétypal. Tu vois, Oui, la mais présence de The Mayor, par exemple, quasiment, il a le même rôle en fait a- dans ce film. Tu vois ce que je après, veux dire? L'ancien avec l'expérience, c'est- tu vois ce que je veux dire? si j'ai aussi dit que... comment il s'appelle? J'ai encore oublié son nom. Blight. Le scénariste Reggie Rock Blightwood. J'ai Ouais, aussi ouais. dit que c'était quelqu'un d'extrêmement proche de Spike Lee. C'est pas pour rien. Et je pense en fait C'est... qu'ils sont inspirés et qu'ils s'est Je pense qu'ils clairement sont quand même inspiré très proches. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'ils ont, ouais, l'un a déteint sur l'autre et Mm. inversement, parce que clairement, je te dis, moi, en fait, tu vois, j'avais même pas fait attention que c'était pas le même Le même screenwriter, quoi, scénariste. tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que ça me choquait pas, tu vois. Et je trouvais que c'était une écriture très, très Spike Leesienne. Je sais Mm. pas comment dire ça, mais voilà. Après, c'est là où des fois ça peut être compliqué à voir. C'est qu'un film, le réalisateur, il te dit beaucoup. Mais il te dit beaucoup par des choses qui ne passent pas par le scénario. Et c'est là où tu vas voir, où des fois ça peut être compliqué de savoir qu'est-ce qui vient du scénariste, Mhm. qu'est-ce qui vient du réalisateur. Alors, un des trucs encore plus compliqués, si on parle par exemple de films français, parce que moi j'aime bien parler de films français aussi, notamment tous les Audiard. Audiard, c'était un gars qu'ils adoraient mettre, mais le mec était même pas scénariste très souvent. Il était ce qu'on appelait un parolier. C'est-à-dire que le mec, il est pas là pour dire comment l'histoire va se passer. Il est pas là pour dire comment le film il est filmé. Il est là pour dire comment les personnages y parlent. Et ça suffit à donner une personnalité folle au film du coup où il est parolier, juste de la façon dont il parle. Bah là, tu sais, on a un peu ça. Je me demande, qu'est-ce qui vient de Spike Lee? Parce que, évidemment, comment un personnage va se tenir, comment un personnage va réagir, comment un personnage il va bouger dans la scène, ça c'est Spike Lee, que c'est lui le réalisateur. Ah ouais, Mais, mais même les acteurs, encore une ouais, fois, c'est les mêmes acteurs, c'est quasiment le même casting que dans Do the Right Thing. C'est là aussi où c'est. Tu sais, enfin, les acteurs, ils suivent aussi le réalisateur, tu vois, ils savent comment il travaille, ils savent, ouais, et évidemment. du coup, ils interprètent peut-être aussi les paroles, les dialogues de la façon dont ils auraient aimé que Spike Lee le fasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Bah, évidemment, alors peut-être, parce qu'on a commencé à parler de ça, peut-être je donne une importance trop grande au fait que ça soit un réalisateur différent. Peut-être que j'essaye de trop. Enfin, après tout, on est là un peu à parler du côté caricatural, et je pense que Spike Lee, comme tu as dit dans Do the Right Thing et tout, fait des personnages assez caricaturaux et tout pour présenter. Parce que c'est ça, on est finalement presque dans une satire. On n'est pas Oui, oui, dans c'est un ça. drame réaliste où les personnages sont profonds, brassés Non, entre clairement, clairement. différents défis et tout. On est vraiment dans. C'est pour ça que pour moi, je trouve beaucoup d'œuvres de Spike Lee sont assez théâtrales, mais là on est peut-être dans la plus théâtrale des œuvres de Spike Lee. Et donc au Ah, théâtre, peut-être, peut-être. t'as pas de, il y a pas le réalisme qui compte. C'est vraiment, on est dans les gens doivent en regardant comprendre ce qu'ils ont comme personnage en face. Et ils sont très 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 très, rien que dans la façon d'être, stéréotypés dans le truc. Parce qu'un autre personnage que j'aime beaucoup, qui est le deuxième personnage à rentrer en scène dans le film, c'est, alors évidemment, j'ai eu la mauvaise idée de noter aucun nom, du coup je n'aurai qu'un descriptif très Ouais, rapide. moi non Donc plus, de la moi. même façon que j'ai mis père-fils, là j'ai mis le vieil homme. Ouais. Du coup c'est le plus vieux du bus. Et lui c'est du coup le deuxième personnage à rentrer en scène. Et tout de suite on te met un... Jeremiah, c'est ça? Jeremiah, voilà Ouais, c'est c'est ça, ça. Jeremiah. Et Ouais, c'est Jeremiah, aussi Davis. J'ai sa fille devant moi. voilà. Et du coup Jeremiah, c'est très intéressant parce que de la même façon que pour le père et le fils, on a un élément qui, tel un fusil de Chekhov, tu vois, il va avoir un aboutissement à la fin de l'histoire. Jeremiah, on te donne son premier élément, sa première action qu'il fait, c'est déjà une annonce de la fin du film. Donc je le dis pas, hein, pour pas encore spoiler notre propre conversation, mais t'as déjà un élément qui t'annonce ce qui va se passer à la fin du film, si tu regardes bien. Et du coup, toi, c'est très intéressant. Après, tu l'as peut-être regardé il y a trop longtemps. Donc ça, c'est vraiment le genre de micro-détail que à la deuxième vue, si elle est trop éloignée, tu l'as pas. Mais ça, c'est le genre de truc que si jamais vous re-regardez le film très peu de temps après, vous l'avez peut-être remarqué. Vous dites, ah, finalement, le film nous le disait dès le début, quoi. Donc ça va être... En tout cas, perso, j'ai vu le film hier, donc comme ça, pour avoir les idées très fraîches. Ouais.
Et bon, peut-être que j'ai vu trop de films, où je sais à peu près les archétypes, mais ouais, je sentais que ça allait arriver à ce qui est arrivé. Après, pour être honnête, je ne sais pas s'il y avait un détail bien précis au tout début, peut-être dans son premier discours ou sa première prière, mais Non, là, je ne sais pas si c'est... pour le coup, c'est Ouais, vas-y. vraiment un. Là, c'est vraiment. Voilà, c'est moi, on va dire, le mec qui bouffe beaucoup trop de films, qui sait. C'est qu'il y a certains éléments, c'est des éléments de réalisateur et de scénariste. Tu vois. C'est des trucs que tu sais, que quand tu le vois, tu sais ce qui va se passer après. Parce qu'on va pas se mentir, Ouais, voilà, c'est implicite, on c'est est ça, d'accord, il n'y a pas un truc... c'est les Ouais, mecs c'est qui ça. bouffent tellement de films, eux-mêmes qui font des films, que finalement ils se mettent à reproduire certains schémas. Et ce schéma-là, tu le devines aussi, tu vois. Et comme j'ai dit, c'est vraiment la première action qu'il fait. La toute première. Ça veut dire que il a pas parlé encore, il a pas dit de mots, et le premier truc qu'il fait, et là aussi c'est symbolique. Hein. Bon, je vais le décrire parce que c'est quand même plus simple. Il est là, il arrache un bracelet d'hôpital. Et alors, là c'est un truc que peut-être vous le reconnaissez pas, parce que si vous êtes jamais allé à l'hôpital, on vous a jamais mis un bracelet d'hôpital. Donc c'est peut-être pas forcément un truc qui est très connu. Mais il a quand même c'est le genre de bracelet qui a vraiment une forme très reconnaissable, tu vois. C'est le truc, tu le mets autour du poignet, il y a une sorte Ouais, un de truc vis et tout. plastique. C'est Ouais. plastique, il l'arrache comme ça. Ouais. Donc il y a une symbolique, tu vois. La première symbolique, c'est que finalement, il se défait d'une chaîne, d'une contrainte, tandis que la scène d'avant, c'est le père et le fils qui, lui, au contraire, met une contrainte. Il menote son fils, tu vois. Enfin, je sais plus s'il le menote, mais en tout cas, il vient menotter, tu vois. Donc déjà, c'est trois générations différentes. Il y a un fils qui représente la jeunesse, il y a un père qui représente un peu les adultes et tout, et il y a du coup Jeremiah qui représente un peu l'ancienne garde, quoi. Vraiment la vieille garde et les anciens. Et lui, tandis que le vieux, il vient enfermer, mettre une chaîne à la jeunesse, il y a l'ancien, lui, il se défait d'une chaîne symbolique, tu vois. Donc, peut-être je suis en train de surinterpréter, mais je trouve que tout le reste du film va... Si, je Lui, pense... lui il donne un peu raison à ce discours-là. Et du coup, il rentre, et là, c'est symbolique, parce que moi, j'ai noté ce qu'il dit. Un peu, c'est là où tu sens vraiment... ils sont tous de milieux différents. Ils ont tous des points de vue différents. Mais tu sais, il y a des mots qui les réunissent. Tu sais, il arrive Black Power, First in Line, The Revolution. Tu vois, ils disent ces mots-là qui veulent dire quelque chose pour eux, tu vois. Et ça, je trouve ça beau, tu vois. C'est vraiment tout de suite, ils arrivent, c'est un petit Black Power, tu vois, ça les chauffe direct, tu vois. Donc ça sent que quand même, il y a... Tu sais pourquoi ils y vont, quoi. Tu sais pourquoi ils rentrent dans ce bus-là pour 6 jours pour aller jusqu'à Washington. Il y a une envie, quoi. Donc, et voilà, et après, un autre truc que j'ai noté, c'est une fois que du coup tout le monde est dans le bus, il y a la prière. Ce qui est marrant, c'est que la prière, j'ai aussi noté ça comme moment ocumérique. Parce que quand Jeremiah il fait sa prière, tout le monde... Ah oui, je croyais que tu parlais de l'autre prière, parce qu'il y a une autre prière aussi. Non, mais là, c'est parce que je suis vraiment au début du film, tu vois. Au début du film, il fait une prière. Ouais, Mais c'est vrai qu'après, plus tard, il y a qui est aussi importante. Et c'est pareil. Le film s'ouvre avec une prière. Le film se ferme avec une prière. Là aussi, c'est important, ouais. Après, ça, c'est très culturel aux États-Unis, ça n'a pas la C'est même. ça. Non, mais là où j'ai trouvé la ça même portée symbolique, pour- c'est que par exemple, il y a un personnage, il est musulman. Il est montré comme musulman. Ça se voit, tu vois. Donc, mais le mec, il est là. Il prie avec eux, tu vois. Donc ça montre bien que comme quoi c'est vu comme le réalisateur, il a vraiment filmé ça comme un moment ocumérique, tu vois. Parce que t'as d'autres réalisateurs, ils auraient pu dire ah bah tiens, je vais profiter de ça pour faire premier moment de confrontation. En mode ah oui, Ouais, mais je et ne veux ça pas reste rentrer dans ta prière. Mais non, là En plus, mais du coup là vas-y. le réalisateur, il a décidé au contraire de faire de ce moment-là un moment d'union. Et c'est très important parce que finalement, Jeremiah, pendant tout le film, ça va être le personnage de l'union. C'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir des conflits, à chaque fois qu'il va y avoir des rapports différents entre les personnages, lui sera toujours la voix de l'union. Et C'est lui... toujours ça, c'est encore. Non, vas-y. Encore une fois, c'est The Mayor dans Do the Right Thing, c'est l'ancien, c'est la sagesse, tu vois, il représente vraiment ça, quoi, tu vois. Mais ouais, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que
tu comprends encore mieux ses points de vue quand après ils vont développer son histoire. Mais gardons ça pour plus tard. Du coup, dernier truc que je vais dire, après je vais vous laisser parler un peu du début du film, c'est que quand ils partent, ils mettent du James Brown. Et ça te montre bien, c'est pareil, James Brown, c'est vraiment un lien entre Ça les rassemble générations. gens, ouais. Parce que moi, c'est tout Ouais. ce moment-là, tout ce début du film, j'ai mis vraiment qu'il y a plein d'éléments de union entre les générations. Black Power, que tu sois vieux ou que tu sois jeune, ça veut dire quelque chose. C'est tous ces mots. James Brown, que tu sois vieux, que tu sois jeune, ça veut dire quelque chose. Donc ils sont tous chauds, tu vois. Et après, c'est pareil, un autre moment d'union comme ça, c'est quand ils sont, tu sais, ils font un peu les chansons de bus que tout le monde fait quand tu fais des longs voyages. Tu sais, avec le chabou, il y a chabou, il y a... Et ils participent tous, tu vois. Ils sont pas tous bons, mais ils participent tous, tu vois. Ça fait vraiment l'union du bus dans un truc intergénérationnel. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, bah, là, votre avis sur ce début de film. Après, vous vous arrêtez où vous voulez par rapport au début. Moi, j'ai décidé de m'arrêter un peu au moment du coup de James Brown, mais vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Vas-y, Data. Ouais. Que dire de plus que ce que tu as déjà dit? Ouais, alors, petite, on va dire, continuation avec ce que tu as dit sur la prière. Effectivement, après, alors si j'ai bien compris, j'espère que je dis pas de bêtises, mais donc on va dire qu'ils sont pour la plupart catholiques. Et même si c'est le cas, la prière est restée quand même assez universelle, dans le sens, voilà, elle permet d'unir les gens. Donc effectivement, même donc il y a un personnage musulman qu'on peut deviner un peu au début, parce qu'il y a quand même des symboles ou des indices vestimentaires. En tout cas, la prière reste assez universelle, donc c'est plutôt voilà, fait pour, dans le sens d'unir les gens. Et je suis d'accord avec toi, le personnage, on va dire, du vieux, et là, ça se voit, c'est fait pour unir les différents personnages, les différentes générations. Donc sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Si, il y a peut-être un truc qui m'a un peu marqué. C'est au tout début, quand. Alors, je me rappelle plus de son prénom, mais c'est le. Je sais pas si on peut spoil ce qu'il fait, ou peut-être pas. Si, Mais c'est celui qui peux. arrive en voiture avec sa copine. Oui. Bah oui, bah c'est le début du Je sais pas. film. C'est Voilà. là, disons que on va éviter, vu qu'on va faire un développement un peu chronologique, de aller trop loin dans le futur, parce qu'on va en parler. Mais là, par contre, oui, tu peux très bien en parler maintenant. Ouais. Ouais, donc voilà, bon, je vais pas dire son métier, mais en tout cas, on sent dès le début que. Et c'est un thème qui va revenir pas mal dans la suite, que il y a quand même une exclusion des femmes, dans le sens. Bon, après, c'est bien analysé, hein, c'est pas une exclusion forcément aussi binaire que ça, mais on voit que de toute façon, historiquement, c'est une marche des hommes, on va dire, et pas des hommes et des femmes. Et dès le début, donc, en fait, le personnage arrive en voiture, accompagné par sa copine, si je dis pas de bêtises. Et il y a un peu de tension entre les deux. Et voilà, et c'est un thème qui va être repris dans les scènes, dans d'autres scènes dans le film, on va dire. Bah, même pour le Qu'est-ce que je préciser, peux... Ouais, ça vas-y, revient. vas-y. Il me semble que ça revient à 2 moments dans le film. Il y a au début, Ouais. quand c'est vraiment du Ouais, coup c'est ça. où la copine dit tu trouves ça normal et nous on peut pas participer. Et c'est encore une fois un moment où ils descendent du bus. Que là c'est pareil, c'est encore une fois ils sortent de ce huis clos masculin noir pour du coup se retrouver avec l'ajout de personnages qui ne sont pas des hommes. Du coup avec 2 femmes noires aussi qui se discutent un peu de ça. En fait, ça revient quasiment ça revient à 4 fois, j'ai noté ça. Moi aussi, c'est un point archi important et ça, en fait, ça fait écho avec, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, notamment en Palestine et tout ça, sur, Ouais, voilà, c'est ça. l'élément de est-ce que les femmes, tu vois, le droit des femmes avant le droit à la vie ou des choses comme ça. Et là, c'est très intéressant comment c'est étudié, justement, comment c'est amené dans le film, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et de toute façon, comme je l'ai un peu introduit au début, chaque sortie du bus, c'est des moments de confronter les certitudes qu'ont les personnages dans le bus.
Ouais, Parce- ou la réalité aussi. C'est ça, ce qu'ils C'est ont un tous peu des certitudes, c'est la à un rencontre moment, avec la réalité. c'est ça, ils vont voir des femmes, ils vont voir des personnes blanches. Ces personnes blanches, tu sais, ils vont leur dire des trucs. Des trucs qui peuvent paraître banals, tu vois. Mais eux vont quand même être un peu. Ça va les bouger un peu sur leur truc de. Ils vont devoir ou pas réaffirmer des certitudes qu'ils ont. Et ou des fois même un personnage noir. C'est pareil, c'est le moment un peu charnière du film. Le personnage qui provoque le plus de troubles dans le bus, c'est un personnage qui vont du coup choper un arrêt. Et c'est un personnage qui ne restera pas très longtemps, tu vois. Et c'est un moment important du coup pour la cohésion du bus. Mais ça, on en reviendra plus tard. Du coup, je sais pas si Aldente, t'as d'autres trucs à dire sur les débuts du film ou pas. Bah, vous avez dit beaucoup de trucs. Ouais, moi, vraiment le truc qui est assez marquant, qui est volontaire, je pense, c'est vraiment les profils archi différents qu'on voit au début du film, et pour montrer justement que cette marche, elle réunit bah, des profils de tout genre, de toute religion, que c'était vraiment une marche plus importante que comment dire, la religion ou comment dire, le profil socio-économique ou des trucs comme ça. C'était vraiment, ça dépassait tout ça, et ça venait aussi après les émeutes qu'il y avait eu. Ou l'orientation sexuelle aussi. Ah ouais, aussi, bien sûr, le genre, la religion ou la classe, quoi, en fait. C'est vraiment, ça dépasse ça, en fait. Et c'est là où c'est encore une fois, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, les trucs moraux, le racisme moral et des choses comme ça. Et ben, c'est là où ça dépasse tout ça et ouais, ça fait écho encore une fois. Sur ça, Mais vas-y, on continue. c'est très intéressant. Et du coup, là, ça va être le deuxième bloc qu'on va développer. Donc moi, je vais juste le présenter. Je vais vous laisser tous les deux discuter là-dessus. C'est du coup, du moment où le bus part jusqu'au moment où le bus a un accident, et que du coup, ils doivent changer de conducteur, on a deux éléments qui, dans l'intrigue, sont deux éléments que je vais un peu appeler de trouble. Parce que ces deux éléments qui, encore une fois, tandis qu'il y a une sorte... Le film commence sur une unité un peu noire, homme, euh, religieux, hétéro, dans le supposé, et d'un coup, il y a deux éléments qui vont un peu faire fluctuer de ce ah, est-ce qu'on est vraiment tous noirs? Ah, est-ce qu'on est vraiment tous hétéros? C'est d'abord, c'est le personnage, du coup, je n'ai pas noté le nom, mais le personnage qui est métis. Est-ce que tu l'as, Data, ou pas? Toi qui as plus les noms. Non, je l'ai C'est pas, Gary, non? malheureusement. Gary? Je crois que c'est ça, Pas hein, Gary? je suis plus sûr. Mais du Ouais, coup, je crois que c'est Gary. Ouais. Vas-y, comment tu dis, Aldente? Gary, c'est Gary, je non? crois que c'est Ah Gary, oui, ouais. Mais il y en a un autre qui est. Bon, peut-être qu'il est pas métis, peut-être qu'il est light skin. Il y Non, parce a que... Xavier aussi. Non, mais en tout cas, Ouais, non, Xavier, il est lui, enfin, le seul personnage dont la noirceur est mis en question, c'est lui, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, les autres, voilà, c'est ça, c'est c'est ça. pas remis en question, tu vois. Et du coup, c'est là où c'est très intéressant, parce que dès ce moment-là, il y a en même temps, c'est remis en doute, mais en même temps, il y a un message de concorde. C'est parce que le personnage de l'acteur, du coup joué par André Borgner, il lui dit ah mais de toute façon, moi la plupart des noirs que je connais, ils ont été élevés que par un Ah, seul parent noir. Tu vois, c'est Flip. c'est Philippe, tu vois. Mais tu vois, du coup, il lui fait un peu la blague, tu vois. En mode, de toute façon, il y a tellement de familles monoparentales. Bon, ouais, si t'es métis mais que t'as été élevé par un noir, ça va. Seul problème, et c'est que là où ça vient casser cette concorde, c'est qu'il lui dit bien ah ben non, moi j'ai été élevé que par une mère blanche. Et ça, les personnages dans le bus, ils savent que ça a une importance. Parce qu'ils disent ah, il s'est fait élever par une blanche, quoi. Et le fait. Ça va revenir après aussi, hein, C'est ça, c'est avec important. l'histoire de. Et après, dès le début Ouais. de ce moment-là, il précise ouais, mon père, il s'est fait tuer. Et après, il fait ah ouais, il faisait quoi ton père? Bah, il était flic. Et du coup, les Ah, mecs ah, ah. demandent tout de suite parce qu'ils savent que bah, la majorité des gens du crime, tu sais, c'est beaucoup à Los Angeles, malheureusement, c'est des personnes noires. Donc il dit, mais c'est nous qui l'avons tué, quoi. Et tu sais, lui, il le dit pas comme ça, mais il fait, ouais, c'est un noir qui l'a tué. Et du coup, ça va Après, déjà. C'est un élément déclencheur pour le reste de l'histoire, tu vois. ouais, mais bon, pour rapidement revenir sur le personnage, donc c'est Gary, c'est ça? Ouais, Gary. Ouais, Ouais, Gary. c'est Gary, ouais. Joué par Roger Genver Smith. Bon, on le découvre petit à petit, mais d'après, bon, je connais pas tout, bien sûr, mais d'après ce que j'ai ressenti et ce que je connais un peu des autres films, on sent quand même que son écriture, donc son archétype, c'est vraiment voilà, celui qui n'est pas forcément euh, intégré à sa communauté. On voit qu'il a pas mal de ressentiments qui se comprennent, hein, vu son passé, ce qu'il a vécu. Et que, voilà, peut-être que si les autres sentent qu'il est un peu externe à leur communauté, bah, peut-être que c'est pas si faux que ça.
Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire ou. Ah, si. Non, on comprend, on comprend. Voilà, donc effectivement, c'est un personnage euh, personnellement qui m'a pas forcément le plus plu, hein, pour être tout à fait honnête, mais qui représente quand même une réalité sociologique et historique. Euh, mais voilà, effectivement, c'est quelque chose, c'est un des éléments, on va dire, perturbateurs de la cohésion ou Mm. de l'union de surface, on va dire. Et c'est pour ça, l'autre grand moment de perturbation, c'est du coup la découverte qu'il y a un couple gay dans le bus. Notamment parce que ils ont une embrouille et du coup, il y a une phrase qui est dite qui laisse pas vraiment place au doute dans leur relation entre les deux, tu vois. Et encore une fois, Oui, c'est Flip qui déclenche cette remise en question, on est d'accord. c'est ça, c'est le personnage de bien. l'acteur qui vient encore faire un peu de la provocation et dire du coup que il y a la phrase qui est sortie vraiment un moment dans le film, gay people don't have their places in the black community. Tu vois, vraiment ils disent les gays ils ont pas leur place ici. Et cette phrase là, tu sens qu'elle fait monter une discussion dans le bus parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et encore une fois, Je crois d'ailleurs que c'est pas le musulman qui intervient en premier. non, je crois le musulman justement, il est un peu en retrait sur cette question, je crois. C'est pas lui qui est vraiment Ouais, il a rien dit. Lui, il dit rien Je même, crois hein, que je pense. le vieux Jeremiah, il a dit un truc aussi Là, c'est ça. pour essayer de rassembler ou C'est ça, de parce que calmer un peu les le choses. vieux, il a vraiment la voix. Encore une fois, c'est un personnage utilisé comme voix de la sagesse et tout, une voix de la réflexion. Plus que de la sagesse, la réflexion. Parce que la réflexion, c'est vraiment. C'est parce que c'est quelqu'un qui a eu le temps de prendre du recul. Plus que d'être sage. Sage, c'est quelqu'un qui sait. Tandis que l'homme réfléchi, c'est quelqu'un qui a eu le temps de se poser les questions. Tu vois, et du coup, il est pas sûr de ce qu'il sait, mais moi, il se dit, tu vois, il est sûr de son doute. Bon, alors, dans ce cas, on est plus dans une sagesse socratique, quoi. Mais du coup, et lui, c'est intéressant parce qu'il est assis à côté du musulman, tu vois. Et le musulman, il a l'air de plutôt, tu vois, en mode, son argument est ok. Tu vois, donc c'est pour ça, il n'y a pas, Spike Lee sort pas l'angle qu'aurait pu être sorti dans un film français de, ah bah le musulman, il est Non, homophobe, tu vois. Il le Ouais. sort pas, tu vois. Mais du coup, lui il dit, après tout, est-ce que si moi de mes enfants l'avaient été, ça aurait changé quelque chose? Et il dit non, tu vois. Il fait, moi, j'aurais toujours aimé mes enfants qu'ils soient gays ou pas. Moi, je m'en fous en fait. Et finalement, tu sais, le bus un peu, même si tu vois, ça se sent. Il y a certains personnages parce que ça va revenir comme élément déclencheur dans la suite du film. Et tu vois, ils le mettent un peu de côté en mode ouais, bon, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais c'est quand même intéressant de voir que peut-être le bus c'est pas, tout le monde n'est pas d'accord. Mais qu'en même temps, des deux côtés, tu vois. Tout le monde n'est pas d'accord pour les dire, eux ont pas leur place, mais tout le monde n'est pas non plus d'accord pour dire, ah mais si, en fait, déconne pas. Et ça fait que je pense la voix du vieux, c'est peut-être la voix un peu plus générale. Du, ouais mais bon, même s'il est, qu'est-ce que ça change? Est-ce que quelqu'un que t'aimes bien, tu l'aimerais moins parce qu'il est homo? Non, tu t'en fous, après tu le juges sur d'autres critères. Donc, Moi, je pense que c'est plus l'aspect moral. ouais, c'est L'aspect ça, moral justement de Spike Lee, c'est plus la voix morale de Spike Lee en fait, le vieux. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport aux problèmes de l'époque, là en fait ce qu'il fait, c'est vraiment il décrit toutes les problématiques de l'époque et justement ce que tu dis, comment circonscrire d'ailleurs, pas circonscrire la communauté. Comment où est-ce qu'elle s'arrête? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle s'arrête? Et est-ce qu'il n'y a pas des causes qui vont Non. au-delà de ça? Pourquoi je pense pas que c'est tout à fait ça? Parce que je pense que si ça avait été ce genre de voix-là, il apporterait des réponses. Alors que justement, le personnage de Jeremiah, il est pas là pour donner des réponses. Il est là pour, Mais il rassemble, encore une fois, des il- réflexions, tu vois. Mais oui, mais il a toujours un message rassembleur, ça c'est important, tu vois. Par contre, oui, si tu me dis, c'est le voix du rassemblement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est la voie de la raison. Non, mais parce tu qu'il vois, a. vraiment du Parce qu'il- rassemblement, tu vois, de la réflexion et le rassemblement, plus que la raison. Parce que la raison, ça voudrait dire, ah, ce qu'il dit, c'est la vérité. Or, à aucun moment, tu Oui. vois qu'il revendique une vérité. Il revendique Oui, c'est vrai. C'est la raison dans le sens. C'est ça. Il a vécu, il a de l'expérience, il sait comment les choses marchent. C'est Donc, ça. effectivement, c'est pas la vérité, mais plus l'expérience, le vécu. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que vous avez encore des moments à dire sur ce passage-là avant qu'on passe au troisième bloc? Un bloc que je trouve très intéressant en plus. Après, bon, c'est anecdotique, hein, mais je crois à ce moment, donc au deuxième bloc, c'est là où il y a le moment de la prière du musulman. Alors, c'est Kyle, c'est ça? Jamal, Si je dis pas. Jamal,
c'est Jamal. Oui, c'est Jamal, pardon. Donc Gabriel Castellus. Et bon, même si on le voit très subtilement, en tout cas, c'était en arrière-plan. Mais de un, bon, c'est bien représenté. Parce que je ne sais pas si vous faites attention à ce genre de détails, mais dans pas mal de films américains, principalement, c'est soit très mal représenté, donc de façon caricaturale, soit complètement pas représenté du tout. Et donc là, c'était C'est juste. c'était bien fait. Ouais, vas-y, Aldente. Non, je te disais juste, t'as raison, c'est juste, il est bien et c'est justement représenté, quoi. Voilà. Et l'autre chose intéressante, c'est que donc Spike Lee ne rentre pas dans la facilité et voilà, et rajouter un troisième élément de perturbation en disant bah voilà, il y a un musulman, on n'est pas tout le monde n'est pas musulman dans ce bus, donc ça peut rajouter un troisième élément de perturbation. Et je pense voilà, il rajoute pas ce troisième élément de discorde qui est possible, hein. Ouais, parce que Après, je ne sais pas si c'est. Alors, je m'y connais pas trop, hein, étant mon background, etc. Mais je ne sais pas si dans la communauté noire américaine, le fait d'être de différentes religions, c'est quelque chose qui crée des tensions. justement, Au même niveau que l'orientation sexuelle ou l'ethnie, ou bien est-ce que c'est pas si important que ça et c'est pour ça que Spike Lee ne voulait pas en rajouter. non, plus que ça, et c'est discuté plus tard dans le film, c'est que être musulman dans la communauté noire américaine, ce n'est pas un disqualificatif d'être dans la communauté noire américaine. Contrairement au fait d'être métis ou d'être homosexuel. Métis et homosexuel, en plus homosexuel dans les années 90, donc quand il y a la crise du sida, hein, donc ça c'est un truc qui n'est pas vraiment abordé parce que je pense Spike Lee voulait pas ouvrir cet angle-là, mais c'est quand même un angle qu'on peut pas écarter, tu vois. On est en 96, on n'est pas dans le cœur même de la peur du sida qui est vraiment les années 80, mais il y a des restes, quoi. Donc une certaine homophobie, elle découle de là. Bon, on est après, encore une fois, Spike Lee, fan de basket, donc comment il s'appelle, Magic Johnson, qui déclare son sida, enfin qui est le VIH, tout ça, en 92. Très important, tu vois, aussi pour le rapport de la communauté noire avec le sida. Mais du coup, c'est pas abordé. Mais indirectement, c'est quand même mis. Tandis qu'être musulman, et parce que c'est très important, parce que la 1 Million March, elle est pas appelée par n'importe qui aussi. Elle est appelée par Farrakhan, c'est Nation of Islam. Donc, pour la communauté noire aux États-Unis, être musulman, ça te sort pas de la communauté noire. Tu fais de la même façon que. Au contraire, tu vois. Et c'est très important. Et d'autres personnages, sans être eux-mêmes musulmans, vont parler de ça. Vont même parler de ça de façon positive. Notamment le conducteur pas le conducteur, mais celui qui est un peu l'organisateur du voyage qui finit à conduire le bus. Georges, c'est ça. C'est ça, Georges, tu vois. Lui, il le dit de façon positive. Il dit, ouais, mais de façon. Mais après, tu vois, même Spike Lee, tu vois, il met des moments de. Les personnages, ils doutent un peu, on sait pas. Il dit, ouais, mais de toute façon, Farrakhan, s'il peut parler, c'est parce que c'est le seul qui est pas corrompu, parce qu'en fait, le seul personne à qui répond, c'est Dieu, tout ça et tout. Tu vois, c'est des arguments qui existaient à l'époque, tu vois. Mais de toute façon, parce que, encore une fois, la 1 Million March, elle est faite parce que on est dans les années 90, une période où il y a de plus en plus de personnes noires en politique, mais en même temps, le peu de personnes noires qui sont politiques, t'as beaucoup de noirs, du coup, un peu des quartiers défavorisés, qui ont l'impression de ne pas être représentés par ces personnes noires. Du coup, c'est pour ça la fraction de la société civile qui est appelée à cette marche-là, c'est ça qu'ils revendiquent. Ils disent non mais présentez-vous sur les listes, il faut qu'il y ait de plus en plus de députés, je connais pas l'échelon de base aux États-Unis, mais tu sais des assistants, tu sais tout truc de mairie, tout ça là. C'est d'avoir vraiment les postes de base, quoi. Il dit mais vous êtes noirs, soyez dans ces postes-là, il faut des gens comme nous là pour nous représenter et tout. Et ça c'est une partie de la discussion, tu vois. Et là où après, effectivement, historiquement et comment les choses sont organisées, il y a quand même un rôle très important de l'islam politique. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, mais dans la communauté noire américaine, effectivement, c'est maintenant que vous le dites, ça fait sens que voilà,
la religion n'est pas forcément quelque chose de discorde. Au contraire, même les gens sont plutôt en des affects positifs par rapport à ça. Donc oui, je pense que vous avez raison là-dessus. Alors, vu que le temps commence à arriver à la fin, du coup, je vais vous présenter. On va terminer 2 blocs. Parce que du coup, je vais rassembler 2 blocs un peu ensemble. Et après, on aura fini avec le film. Alors, le premier bloc, du coup, enfin, le bloc qu'on va enchaîner, qui est le 3e bloc, c'est je vais fusionner à la fois le conducteur juif, parce que c'est un élément de extérieur, parce qu'il n'était pas dans le bus au début, qui est un élément déclencheur de pas mal de discussions. Je vais fusionner ça avec du coup un des arrêts à Memphis, l'arrêt du bus à Memphis. Wendell, meilleur personnage. C'est ça. Du coup, l'arrêt à Memphis, il est intéressant parce que c'est le moment où du coup le conducteur juif, je me rappelle pas son nom parce qu'évidemment j'ai mis tout, comme j'ai dit, j'ai mis vraiment que c'est le descriptif. Rick. Du coup, c'est le moment où il se barre parce qu'il se dit bon voilà, à cause de et c'est un moment où on va pouvoir reparler de Farrakhan parce que c'est très important. Mais en même temps, la question homosexuelle revient sur le devant de la scène avec notamment la baston. Ou je sais pas si c'est un peu plus tard, mais enfin, il y a la baston entre du coup l'acteur et celui qui est homosexuel mais militaire. Et pareil, l'histoire du personnage militaire, pour le racisme au sein de l'armée, c'est important d'en parler. Et du coup, voilà, ça va être le bloc qu'on va parler après. Et le dernier bloc, ça mélange à la fois, du coup, quand le gars de Memphis il s'en débarrasse, du coup ton personnage préféré, donc tu vas pouvoir en parler. Et en même temps, ça va être la fin du film. Donc conclusion de la plupart des arcs des personnages. La fin, je pense qu'il y aura de quoi parler. Et voilà. Et après, on en aura. Et évidemment, c'est la fin on va dire de blocs de conflits, notamment avec le métis, tout ça. Donc il y aura de quoi raconter. Donc tout d'abord, on va parler du conducteur, donc Rick. Donc je vous laisse parler tous les deux de Rick. Ouais, je vais rapidement parler de Rick. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, donc c'est un conducteur qui vient remplacer l'ancien conducteur après la panne du bus. Et donc on comprend vite fait, on comprend rapidement que c'est un juif. En tout cas, il y a une discussion qui se fait. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'était bien amené, c'est que à un moment, après l'arrêt à Memphis, il dit à George, si je dis pas de bêtises, donc George qui est une sorte de coordinateur du voyage, il lui dit écoute, là je peux plus conduire pour principalement des convictions personnelles. Et après, ce qu'on comprend, c'est que comme c'est un juif et que la marche est organisée par Farrakhan, qui lui c'est connu, il a des positions antisémites assez virulentes et assez connues. Il se dit voilà, même si je comprends l'intérêt de la marche, l'aspect symbolique de la marche, etc., mais vu ses positions antisémites, je peux pas vous conduire jusqu'à la fin, donc je vais m'arrêter là. Et là, on le voit descendre du bus et s'en aller. Donc ça, c'était un moment assez marquant et assez intéressant d'un point de vue symbolique, politique, etc. Voilà, je sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, Aldente. Après, je parlerai de Wendell. Ouais, vite fait, non, mais t'as bien résumé le truc. Je pense que c'est plus symbolique. Et Spike Lee, je pense que c'était important pour lui qui est ce moment-là, peut-être le réalisateur, le screenwriter aussi, parce que justement à l'époque, il y avait cette critique de Farrakhan, donc qui était clairement antisémite, qui organisait cette marche, et il y a beaucoup de gens qui servaient encore une fois de l'antisémitisme pour cacher l'importance de la marche et tout ça. Mais il fallait aussi, c'est un point marquant, il fallait quand même nuancer encore une fois l'importance de Farrakhan et ses propos et ce qu'il peut représenter et tout ça, quoi. Donc voilà. Ouais, notamment, peut-être je vais te relancer Al Dente pour que tu parles un peu plus. C'est un moment quand ils font justement l'arrêt dans le diner je crois que c'est à Memphis, où il y a principalement des blancs. À un moment, ils ont une discussion avec deux blancs,
Et c'est vraiment, ils discutent de est-ce que Farrakhan, Nation of Islam et tout, ou même la marche, est-ce qu'elle est pro-noir ou anti-blanc? Tu sais, il se pose la question, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que les blancs, ils ont beau dire ça, mais ils le disent pas avec une grosse conviction. C'est-à-dire, ils disent un peu plus ça, un peu comme provoquer, tu vois. Mais je pense pas qu'eux-mêmes, Ah ouais. de la façon dont ils le disent, ils le pensent. Mais toi, du coup, qu'est-ce que t'en retires de cette scène-là? Bah, en fait, je trouvais la scène un peu bizarre parce que je me suis dit: «Est-ce que vraiment des mecs à Memphis, si c'est des beaufs et tout, ils auraient cette bienveillance envers» je sais pas si à l'époque ça c'est vrai, tu vois? Si ça Ouais, serait ça 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 s'est a pas vraiment l'air passé comme très ça. réaliste, effectivement. Ouais, J'ai le même avis. c'est bizarre Ouais. en fait, elle est bizarre la scène. Bah moi, au Elle est trop contraire, gentille, je trouve. moi je pense que ça te montre bien que... Enfin, un vrai fasciste, qui il voit un noir, il veut le tabasser, t'en rencontres pas tant que ça. Je pense que tu vas plus rencontrer des gens comme ça. C'est des gens qui ont des biais, des gens qui sont un peu là, c'est un peu provoquant, ils vont te faire une vanne et tout. Mais ils ont pas envie de s'embrouiller, quoi. Plus si les mecs, on est dans un diner, si les mecs c'est des routiers, ils sont là, ils ont taffé 6 heures et tout, ils ont pas envie de casser des gueules, quoi. Mais ils vont quand même Non, balancer c'est la pas petite ça. phrase, quoi, la petite pique. Et là, c'est un peu comme ça votre truc, non? Et voilà. Oui, mais Donc, ça me semble plus être, une astuce, scénaristique plutôt qu'un tu sais, c'est pas réel, ça me semble pas être réel en fait. Je sais pas Ouais, comment dire. je pense, voilà, j'ai le même avis que LNT. Je pense dans la réalité, la scène aurait été amenée de façon beaucoup plus subtile et peut-être pour montrer le racisme latent ou le racisme soft, si on peut dire ça comme ça. Il y aurait peut-être eu des indices un peu visuels, des comportements, des petits gestes, et pas juste une confrontation directement comme ça. Tous les personnages assis autour d'un bar, ça me paraît pas réaliste du tout. Mais bon, peut-être disons que. que c'est vrai que Spike Lee, il a fait le choix de... Il n'y a aucun vraiment... comment on pourrait appeler ça enfin, le racisme vraiment le plus... comment on peut appeler ça? Genre Vénère. fondamental, violent. C'est vraiment beaucoup les deux scènes, et la scène elle arrive un peu après, c'est beaucoup et c'est pour ça, moi, vous dites elle est pas très réaliste, mais enfin, dans la vie de tous les jours, à chaque fois que vous rencontrez des gens un peu racistes, ils vous ont pas tabassé. Souvent, ça va, au contraire, je trouve que c'est Non, plutôt ce non, genre bien de sûr, relation que mais vous avez, tu vois. il y a des. Et moi, je Non, bien trouve sûr, qu'au mais il y a contraire, des. elle est très réaliste. C'est le côté, genre, t'es dans un diner où c'est principalement... Enfin, t'es à Memphis. Memphis, ça reste une ville très noire, quand même, tu vois. Mais bon, le diner, c'est des routiers, ça va surtout être dans ce moment-là, peut-être des blancs, tu vois. Et parce que quand tu vois les relations toutes interpersonnelles, c'est très intéressant. Les micro-relations qu'il y a. C'est le mec qui est du coup le propriétaire du diner qui arrive. Tu sais, tu sens, il est là en mode oh, putain, des noirs, quoi. Tu le sens un peu saoulé, tu vois. Parce qu'il dit comment ça va se passer. Ouais, bref. Et après, t'as la meuf. Elle est un peu en mode ah, tu sais, il y en a deux, trois, ils sont mignons, quoi. Et d'ailleurs, elle donne le numéro c'est Wendell, je crois, le militaire. Ouais. Et ça va être un élément déclencheur après. Donc tu vois, il y a une autre blanche qui a ce rapport là. Après, t'as les deux routiers qui sont en mode tu sais, ils sont en train de faire leur casse-croûte, les autres sont là, donc ils tapent la discute et ils balancent les deux, trois phrases. Donc tu vois, c'est un moment où il y a un peu des. Comment on peut appeler ça c'est vraiment bias en anglais, tu vois, des biais, quoi, mais c'est pas du racisme pur, tu vois. C'est pas dans le sens, c'est pas dans son expression la plus violente, la plus Non, bien virulente. sûr. C'est vraiment dans le truc Moi comme moi ça. je comprends tout à fait, je comprends Et tout à fait ça. Bien sûr, ça existe dans la vie réelle, ça existe. C'est juste que c'est pas bien amené, c'est bâclé, je sais Ouais, pas comment dire. je sais pas, je suis parce d'accord. qu'après c'est l'autre moment intéressant où t'as ça un peu, c'est le fameux contrôle de police. Où là c'est pareil, c'est un contrôle de Ah là, il est police. intéressant. Là, je le trouve plus intéressant. Là, c'est plus réaliste C'est ça, c'est pour parce le Là, c'est coup, qu'il réel. justement. il est rempli du coup de ce racisme fondamental de la société. Oui. Mais en même temps, tu t'attends bien que bon, la majorité du temps, quand la police elle est raciste, elle va pas lyncher tout le bus, quoi. Ils Non, aimeraient mais bien voilà, avoir une justement, excuse de le justement. faire, mais en même temps, bon, là ils Mais ont oui, mais rien c'est plus trouvé, du coup ils subtil, le font pas. c'est Et là beaucoup c'est plus subtil. subtil. Justement, voilà, c'était un truc, une interaction pas du tout violente, même s'il y a la violence symbolique de la police, mais quand même, c'est mieux amené que le reste, et on sent juste avec les expressions faciales du Voilà, policier, voilà. la façon Oui, à la fin, là. un peu Ces là pour vous de, servir, si vous revenez et tout, là. voilà, c'est ça, d'insinuer pas mal de choses, etc. Là, on sent que c'est plus réel que la scène du diner où, Oui. personnellement, je sentais que ça, c'était écrit par, voilà, par quelqu'un qui maîtrise pas forcément les codes. Mais bon, c'est qu'une impression Je suis d'accord, que je suis j'ai. d'accord. Hein. Du coup, Data, je vais te laisser parler de Wendell, si tu veux bien, avant qu'on passe au dernier bloc. Ouais, alors pourquoi j'aime bien ce personnage? Bon,
Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc c'est quelqu'un qui est donc c'est aussi un noir qui va se greffer au groupe initial. Donc il va monter dans le bus à partir de Memphis et on le sent directement ou assez rapidement que c'est quelqu'un d'assez vénal. Donc voilà, on le sent avec la façon de s'habiller, la façon de montrer qu'il a de l'argent, etc. Que c'est quelqu'un, même s'il est noir, hein, il est quand même en dehors de la communauté. Et après, on le comprend par plusieurs choses dès qu'il commence à parler. De un, il est pas démocrate, donc il est républicain. Alors pour ceux qui connaissent pas le système américain, c'est vraiment très divisé là-bas. Donc démocrate, c'est la gauche, républicain, c'est la droite, et c'est très, voilà, il y a 2 blocs, ou quasiment que 2 blocs, et c'est très divisé. Et donc, on comprend rapidement que c'est quelqu'un, politiquement déjà, il n'a pas forcément les intérêts de son groupe. Et après, la deuxième chose, et c'est ça qui m'a le plus marqué, ou le plus intéressant, c'est que sa raison principale de se greffer au groupe initial et d'aller avec eux à la marche, c'est pas forcément de défendre les intérêts de son groupe et de sa communauté, mais pour networker, de réseauter sur place, pour pouvoir vendre ses voitures. Parce que lui, son métier, c'est voilà, il vend des voitures, il a une concession, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe, au début, il essaye d'être compréhensif, de comprendre pourquoi il se comporte de cette façon, pourquoi il a fait ses choix. Mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a quand même un grand différent. Et on va dire, l'apogée de ce différent, c'est qu'à la fin, il le jette du bus, donc littéralement. Et c'était une scène assez intéressante et assez un peu comique, on va dire, mais qui est bien amené. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que il y a une petite parallèle à faire avec, on va dire, la communauté maghrébine ou musulmane en France. C'est que pareil, il y a aussi ce genre de personnage dans la communauté qui se droitise petit à petit, qui ne voit que ses intérêts personnels et qu'au final, il est aussi rejeté de la communauté. Ouais, il y a un discours métatextuel un peu pour ce personnage-là. C'est que, d'après moi, pour le scénariste et Spike Lee, il représente vraiment. Alors, tandis que avec le personnage du coup, enfin le couple homosexuel, avec le personnage du coup du métis et tout, il y a vraiment une envie de dire ces personnes-là font partie de notre communauté. Symboliquement, en ayant le bus qui le jette, il y a l'inverse. Il y a cette volonté symbolique dans le film de dire eux on n'en veut pas. Eux c'est vraiment eux qui nous font du mal en fait. C'est très clair, voilà, c'est ça. Il y a pas de, c'est pas à moitié. C'est un peu gris, là c'est vraiment binaire. Et puis c'est là où c'est très intéressant. De tout le film, c'est le seul personnage qui utilise le N-word. Ouais. Oui. Et c'est vrai. voilà. Bon, après, alors je sais pas sa façon. Enfin, c'est marrant parce qu'après, il a aussi une façon de parler. Ça me fait penser à un des personnages de The Wire. Tu sais, les shit, comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense, un discours très stéréotypé, même dans la façon de parler et tout. C'est un peu côté sud, je crois, côté Memphis. Parce que je sais que The Wire, c'est Baltimore. Donc normalement, c'est pas tout à fait la même région. Donc, oui, c'est très différent, effectivement. Donc, voilà, tout, mais je crois que c'est alors, je sais pas si c'est le même acteur, donc peut-être c'est plus des tics de l'acteur. Je crois qu'il joue dans The Wire, effectivement. Ouais. Je crois que c'est lui en plus, donc je me demande si c'est pas des trucs plus de lui. Ouais, il joue dans The Wire, ouais. Et voilà, du coup, mais c'est pareil, il sert un propos, cet acteur, et qui est très bien utilisé. Et encore une fois, si on voit d'un point de vue où cette scène s'insère dans le film, elle s'insère très légèrement après la moitié du film. Donc c'est vraiment la charnière du film, sachant que Memphis, c'est plus ou moins aussi la moitié du trajet. Ouais, c'est la moitié du trajet à peu près. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là maintenant on arrive un peu au dernier bloc, qui est la conclusion du film, où du coup on découvre plusieurs éléments de comment on peut appeler ça, de backstory de 2 personnages. Notamment, du coup, que le personnage musulman, c'est un ancien membre de gang. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que Spike Lee,
Alors, chose qui se ferait quasiment jamais dans un film français, mais il te montre bien en mode ah, mais ce personnage-là, c'est un peu la religion qui l'a sauvé. Et c'est pas n'importe quelle religion, c'est la religion musulmane. En disant, bah, le mec, il s'est casé en mode non, je suis. Voilà. Et après, c'est avec en plus un message très dans le enfin, dans la symbolique fataliste et tout de. Il te le raconte à un moment, j'en avais marre après avoir fait l'enterrement de mon pote, je voulais crever. Je suis allé me pointer dans le quartier de la bande rivale, personne m'a tué. Bon bah là il rencontre sa meuf et il dit bah c'est Dieu qui l'a voulu, faut se convertir. Tu vois c'est un peu, c'est beau un peu. Mais à côté on a l'autre découverte du film, c'est que du coup le métis, il est pas simplement fils de flic, il est aussi flic. Et c'est là que ça va déclencher le dernier élément perturbateur du film, qui va durer jusqu'à la fin du film, où du coup il y a la question qui est laissée en suspens, mais bon, plutôt dans un... qui suppose quand même que ça va se conclure plutôt positivement, mais qui est laissée quand même en suspens. Du coup je vais vous laisser tous les deux parler du coup de ce moment-là, qui est le dernier élément un peu perturbateur du film, et du coup jusqu'à la conclusion. Du coup, Aldente peut-être commence, parce que c'est son data qui commence. Ouais, vas-y, allez. En vrai, je ne saurais pas trop par quoi commencer, mais je pense que enfin, je sais pas si vraiment il a essayé de montrer justement le côté métis et le côté, est-ce que c'est ça qui est plus important? Et du coup, le fait que tu aies du sang blanc quelque part, est-ce que c'est ça qui peut aussi t'es quelque part, t'es en dehors de la communauté? Ou je sais pas en fait ce qu'il a vraiment essayé de montrer à travers cette scène. Pour moi, c'est assez, je sais pas trop quoi en penser en vrai. C'est pour ça que je te disais: «Vas-y, allez-y les gars», parce que je sais pas. Bah, je peux enchaîner là-dessus. Perso, ce personnage m'a bien. Il est assez perturbant parce que je crois que j'ai le même sentiment que toi. Parce que j'arrive pas à bien le situer. Bon, même si pour moi, ça reste quand même. Il y a quand même une très très forte critique. Hein. Je pense que Spike Lee ne doit pas beaucoup aimer la police, hein, comme pas mal de gens de ce domaine-là. Et je pense que ouais, il y a quand même une sorte de comment dire, c'est quand même, ça reste quand même un personnage négatif au final, même s'ils essaient de le rendre un peu sympathique, mais j'ai l'impression que voilà par sa façon de pourquoi il est devenu flic, on sent qu'il a fait ça pour se venger un peu. Et comment il confronte Jamal, comment il lui dit bon, même si tu t'es ressaisi ou que tu essaies de refaire ta vie et de t'éloigner de tes péchés et de ce que tu as fait dans le passé, tu restes quand même un assassin, il faut que tu te rendes à la fin, etc. Donc, on sent quand même que c'est quand même quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner aux gens, qui a beaucoup de vengeance en lui, etc. Donc, c'est plutôt un personnage plutôt négatif. C'est pareil, un autre moment symbolique qu'on n'a pas parlé pendant le contrôle de police, c'est du coup au moment où le contrôle de police arrive, on est déjà au courant qu'il est policier. Ah oui, il sort son badge. Et il sort son badge. Et là, le problème, c'est que l'autre policier, finalement, autre symbolique du truc, c'est il lui rappelle, il fait non, mais t'es pas policier ici. Mais d'un point de vue aussi méta, c'est aussi pour lui rappeler, dans ce bus, t'es juste un autre noir en fait. Hein. T'es pas un flic. Hein. C'est ça, voilà. Remets-toi à ta place. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Donc oui, non, je pense pas, parce que, encore une fois, parce que s'il y a la critique... parce que je pense que tout le message de ça, c'est de dire, les métis, ils font partie, comme n'importe quelle personne noire fait partie de la communauté noire. Parce que tout le message du film, c'est tes actes qui t'écartent de la communauté. Et d'ailleurs, c'est pas punk, cette scène, elle arrive après la scène du gars de Memphis. Parce que la scène du gars de Memphis, le républicain, elle est vraiment dire, c'est tes actes personnels qui t'excluent de la communauté. Ah, oui et non, parce que justement... Oui et non, ouais, c'est ça. La fameuse scène de la ceinture, là, où on te dit, en gros, l'éducation n'est pas la même. Donc, quelque part, tu restes un blanc. T'es quelque part un blanc aussi. Tu prends quelque part le côté dominateur. Tu vois ce que je veux dire? La part du dominateur, la part du colon, quelque part, elle est en toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'intègres. Que tu le veuilles ou pas, quelque part, elle est intégrée en toi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a mis ce personnage, le de flic, sur le métis, pour représenter, pour accentuer encore ce fait-là, en fait. Ouais, mais moi, je trouve la conclusion du film, justement, elle vient adoucir ça. Parce que la conclusion du film... Alors, est-ce qu'on y va tout de suite ou pas?
Si tu veux, Ça tu vous veux, va? vas-y. Bah, du coup, c'est Comme tu le sens, ouais, vas-y. les dernières scènes du film. C'est du coup, on a malheureusement Jeremiah qui décède. Du coup, ça vient conclure la toute première scène du film où il sort de l'hôpital. Du coup, où on devine que bah forcément, ça allait pas bien se passer. Et notamment, bah, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a pas abordé, mais Jeremiah, c'est un personnage de tragédie. Parce que c'était écrit que ça allait Ouais. mal se finir pour lui. Et tout au long de C'est sa ça. vie, c'est un personnage qui est miné par le fait d'avoir voulu plaire aux Blancs. Parce qu'on te raconte qu'au Ouais, début, c'est ça. il faisait son métier. Il a pas pu faire la manif de 63 parce qu'il venait d'avoir un job. Il était bien placé et tout ça. Il dit ah mais non mais quand même, faut pas que je fasse mauvaise impression. C'est Donc du coup il a raté c'est ça. ça. Et après il a formé tous les mecs qui ont été promus au-dessus de lui. Il a jamais été promu. Et après c'est ça qui est très intéressant. Il dit quand il y a eu des fusions et tout, c'est là où j'ai perdu mon job. Parce que c'est ça la réalité. C'est que dans une Amérique de la crise, parce que les années 80 c'était la crise, bon, les années 90 c'est toujours un peu la merde, mais on va dire c'est les débuts de la merde, ces années 80, c'est ce qui découle sur LA 92 quand il y a les manifs après Rodney King, c'était déjà un LA qui avait été détruit par des décennies de crise dans les années 80. Et c'est un personnage qui est miné par ça, qui a perdu sa famille, qui a perdu tout le monde, parce que finalement il avait voulu trop plaire et tout, et là il se dit merde. Là c'est comme parce que c'est ça qui est fou, c'est que il sait qu'il va crever. Il se dit merde, faut pas que je manque ça. C'est ma dernière occasion peut-être. Et c'est symbolique qu'au final, il y arrive pas. Le film dit il y C'est arrive ça. pas. Et c'est pour ça que c'est un vrai l'arc, personnage de tragédie. c'est ça. C'est l'arc de rédemption. Il essaye de se racheter entre parenthèses par rapport à ses actions. Et moi, c'est mon deuxième du coup personnage préféré après Wendell. C'est que voilà, son parcours est très symbolique du noir ou de l'externe de la communauté blanche qui essaie de tout faire pour s'intégrer. Donc, on va dire, il joue le jeu, il y croit au discours d'intégration, etc. Donc, on voit qu'il fait tout l'effort nécessaire, qu'il ne prend pas de vacances, qu'il travaille pendant 30 ans, et que malgré tout ça, au final, il a pas réussi à s'intégrer, qu'au final, il est rejeté, même il perd tout, etc. Et donc, c'est une bonne critique des gens qui essayent de tout faire pour s'intégrer tout en oubliant un peu leur communauté. Alors, juste pour rappeler que, au final, peut-être que la communauté blanche, malgré les efforts qu'on fera, elle va jamais nous accepter tel qu'on est, et qu'il faut mener nos combats aussi pour se défaire de de ce rapport de force. Ouais, moi aussi, je suis grave d'accord avec vous. Je pense que Jeremiah, c'est vraiment le majordome là, dans le film là, qui est interprété par Whittaker. C'est vraiment ce mec qui veut s'intégrer à tout prix. Et je sais pas si vous vous en souvenez, il est en opposition avec son fils qui dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas rester un sous-fifre toute ta vie et tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, il représente vraiment ça. Et comme vous dites, je pense que Spike Lee, c'est vraiment le message qu'il y a derrière là. C'est en gros arrêter de vouloir vous intégrer à tout prix. Et parce que vous allez finir comme lui, quoi. Tu vois, c'est un peu ça le fond, quoi. De manière extrêmement symbolique, il dit vous vous en rendrez compte qu'à la fin de votre vie. Parce que lui s'en Oui, rend aussi, compte bien qu'au sûr. moment où c'est fini, en fait. C'est trop tard. Ouais, c'est- Ouais, c'est Donc, ça, il sera trop tard quand tu vas t'en rendre compte. Donc le film a vraiment ce message de rendez-vous compte avant. Et là, pour être dans la conclusion du film, ils y vont pas à la marche. Ils y vont pas à la marche, au final. Mais aucun personnage, je pense, se dit ah ben merde. Parce que finalement, ils se disent tant ce qu'on a vécu pendant ce voyage, c'était ça le truc en fait. Et le film dit ça aussi, tu vois. Il dit Ouais. cette union entre des noirs de milieux différents, d'horizons différents, de confessions différentes, d'orientations différentes, elle est arrivée dans le bus en fait. On s'est unis, on a eu le truc dans le bus. Et c'est là où c'est important parce que. Et c'est pour ça que d'après moi, le personnage du métis là, il a sa rédemption à ce moment-là. Parce que il chiale. Parce que tu sais, quand ils enterrent Jeremiah, il pense à son père. Il se dit putain. Parce que c'est le seul personnage qui chiale au final. Parce que c'est. Non, mais oui, non, mais tu dis ça, mais avant, je sais plus si c'est avant ou après, il dit quand même, je vais te coffrer. Non, mais pour moi, frérot. justement, cette scène-là dit qu'il va pas le coffrer. C'est pour ça, Ah non, pour non, moi, pas c'est vraiment. laissé en doute, mais pour moi, cette scène dit que après ça, au moment où il chiale,
Alors, c'est une question d'interprétation, là. Parce que Ah, là, je suis le film donne pas la j'ai réponse. pas la même interprétation. moi. Le film donne pas la réponse, donc là, on a le doute. Mais pour moi, le film dit que c'est à ce moment-là où lui, il abandonne l'idée de coffrer l'autre. Je suis pas sûr de ça. Et pour moi, ce truc-là, il est confirmé par quoi? Il est confirmé par le... Alors évidemment, avant que ça arrive, le daron et son fils, ils ont un moment de reconnexion, tout ça. Ah, pourquoi tu m'as abandonné? T'étais pas là, tu ne penses pas à ma mère qui a tout fait, qui a dû m'apprendre à faire du vélo, qui a dû m'apprendre à utiliser un préservatif parce que t'étais jamais là. Donc ils sont dans ce moment de reconnexion. Et le film, il termine sur quoi? Sur, du coup, les menottes posées devant le monument de Lincoln. Et c'est pareil, c'est cette symbolique des chaînes vraiment des esclaves, tu vois. Et c'est aussi Après, cette c'est symbolique. Lincoln aussi, symboliquement, qui a aboli l'esclavagisme. Tu vois, il y a aussi cette symbolique-là, Oui, peut-être un. c'est ça, c'est voulu, tu vois. Là, je veux dire, le message est même pas subtil, tu vois. Bah, de la même façon que pendant tout le film, ils lui disent non, mais tu peux pas tu peux pas emmener ton fils enchaîné pendant la marche et tout, c'est n'importe quoi. Et vu qu'ils ont pas fait la marche, il y a ce moment symbolique de il laisse ça là. Parce que finalement, c'est le jugement des Blancs. Parce que il le fait. Il est très fier de pointer son papier. Ah bah regardez, c'est un juge qui l'a dit. Et c'est jamais dit. Ça se trouve, le juge, il est noir. Mais je veux dire, Spike Lee, il nous laisse supposer ça. Blanche. Que la justice, c'est une La justice justice blanche blanche, qui l'a en fait, fait, quoi. Donc il fait ça au nom de l'homme blanc et tout. Mais indirectement, tu vois, voilà. Il dépose ces chaînes-là. Et c'est pour ça que les pleurs du flic avec cette scène-là en plus, pour moi, ça veut dire que le flic, il a abandonné son idée de coffrer l'autre. Et que ça vient faire Pour le moi, truc. Alors, au contraire, c'est comme disait, je sais plus si c'est Data ou toi qui disais ça tout à l'heure, au contraire, c'est vraiment quelque part, c'est le personnage méchant du film, et du coup, jusqu'au bout, Ouais, c'est moi qui l'ai dit, ouais. Ouais, bah, c'est un peu, moi j'ai un peu cette vision-là en fait. De toute façon, c'est bien. C'est la preuve que le film est quand même plus nuancé, plus Ouvert, ouais. plus fin que ce qu'on peut penser. C'est que voilà, la fin, elle est tellement pas dite que pour moi, je dis pas que aucune de ce qu'on a dit ne peut être vrai et faux. C'est un peu les deux. C'est Spike Lee nous laisse la possibilité de penser que ça soit chacune de nos versions qui est vraie. Alors, moi, j'ai envie de penser par des éléments des réalisations qui nous dit que finalement le mec va pas le coffrer, mais vous pouvez aussi vous dire que par des éléments d'avant et un peu de réalisme que bah non, Ouais, le mec est flic, c'est un vrai flic, il va rester un flic, il va jamais abandonner. Non, pour moi les pleurs, tu vois, ça symbolise plus la perte de son père, une deuxième fois, un deuxième père qui part, mais pas. Ouais, mais pas son la père rédemption est noir. Son père est noir. Et ça a une Ouais, bah oui, importance, mais tu son vois. père, Parce que de la même façon, Ouais, c'est Spike Lee, il est en train de dire. Parce que c'est ça, après, c'est là où j'ai le doute. Parce que malheureusement, le film développe pas, c'est ça. Est-ce qu'il dit vraiment, est-ce que si t'es flic et noir, t'es vraiment en dehors de la communauté? Spike Lee le dit pas ouvertement. Il met parce que le doute avec du coup ce personnage-là, c'est parce que c'est un double doute. Il est pas juste métis, il est métis et flic. Donc c'est là où ça met des doutes. C'est plus le côté flic qui est primordial dans son personnage. L'aspect, après, bon, là, on surinterprète, mais le fait qu'il soit métis, effectivement, il a peut-être une éducation différente, qui peut aussi le distancer des autres, mais c'est peut-être pas ça le plus grave. Ce qui est vraiment, entre parenthèses, grave, c'est qu'il soit flic et que, voilà, et qu'il travaille, parce qu'il était affecté à South, c'est quoi, South Central, c'est ça? South Central, ouais. Ouais. Donc c'est très symbolique quand même, et qu'il fait ça pour, voilà, ce que je disais tout à l'heure, pour en quelque sorte se venger. Donc voilà, c'est un peu mon avis que son métier de flic est la partie la plus importante de ce personnage, et c'est la partie la plus critiquée, plus que son aspect métis. Là, c'est ça, t'as fait raison. Bon, là, du coup, je pense qu'on a déjà bien parlé de tout le film. Bah, attends, moi j'avais un dernier truc à dire sur la place des femmes, justement. Là. Ah bah, c'est parfait, parce que ça, du coup, parce qu'en fait, la dernière partie... On n'a pas parlé de ça, voilà. La dernière partie, c'est une conclusion. Donc ça, tu peux pouvoir la mettre dans ta conclusion. Du coup, parce que là, on a fait un peu quelque chose d'assez chronologique. Et maintenant, vous pouvez chacun revenir sur n'importe quoi du film. Même si vous avez envie de faire des apports personnels, connecter ça à d'autres choses que vous avez pu voir.
Connectez ça à d'autres choses que vous voulez voir. C'est le moment. Ok, ok. Bah, moi, vite fait, juste sur la place des femmes, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait seulement deux occurrences, mais en fait, il y en a quatre, voire plus. Après, Non, moi, j'en ai relevé que quatre. non, oui, j'ai 2 occurrences et 3 personnages de souvenirs. Ok, ok. Ok, ok. Bah, moi, déjà, bon, c'est la femme de Gary, on la voit au début on la voit au début, donc, qui dépose et tout, il y a une discussion. On voit que c'est elle, elle a je pense qu'elle gagne bien sa vie, voilà, c'est une femme noire qui est, voilà, qui est plutôt aisée et tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et elle est pas noire non plus. Elle est pas noire noire. Elle est aussi C'est une métisse aussi, ouais. un peu. T'as dit quoi? C'est un peu une métisse, non? Ou c'est une Voilà, light? c'est ça, c'est un peu une Ouais. métisse. Et ça dit quelque chose aussi sur Gary. Ça dit quelque chose de Gary et sur Gary. Donc il y avait ça. Après, il y a les deux jeunes femmes noires donc, qui rencontrent là sur l'aire d'autoroute, enfin l'équivalent. Donc elles qui sont plutôt jeunes et bah, qui sont pas dans cette. Elles sont plutôt en mode ouais, on va s'amuser et tout, c'est bien ce que vous faites et tout, mais nous on est des jeunes et on va s'amuser, on s'en fout un peu. Donc il y a aussi cet écart aussi entre la jeunesse et les plus anciens, ce décalage d'engagement politique, si on peut le dire comme ça. Il y a aussi une scène très importante où on voit le chauffeur qui parle, je sais plus à qui dans le bus, il remonte, je crois, dans le bus, et il dit justement, moi, ma femme, non, ma femme et mes filles, c'est elle qui voulait que je vienne et tout. Elle m'aurait botté le cul si j'étais pas parti, si C'est j'étais vrai, pas. t'as raison, j'avais oublié cette Ça, elle est occurrence. archi importante cette scène, parce que ça montre encore une fois que les femmes noires n'étaient pas enfin, des potiches qui étaient là derrière les. Non, non, elles encourageaient aussi leurs hommes à y aller et tout. Il y avait une symbolique qui était plus grande, qui dépassait encore une fois la question de genre. Et il y a une pancarte aussi à la fin quand quand ils arrivent à Washington, qui dit les femmes noires vous soutiennent. Je sais pas si vous avez fait attention, Ouais. c'est écrit Oui, dessus. dans les voitures, dans le Ouais, cortège. dans les Là, voitures, voilà. Il y a ouais, écrit les femmes noires ouais, vous soutiennent et tout. Et j'ai trouvé ouais. ça, c'est une subtilité très importante. Et encore une fois, en corrélation avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le fémo-nationalisme, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, et toutes ces questions justement de hiérarchie, et notamment la zone d'être et de non-être de Fanon, qui a été redéveloppée par Ramon Grossogal après, sur ces questions d'importance, on va dire, hiérarchique, voilà, entre les questions de genre, de sexe, de classe, et de race, quoi. Donc voilà. Mais c'est que Et pareil, c'est pour... juste pour ajouter un petit truc sur ça, il y avait aussi dans les images d'archives, ils ont pas mal montré de discours de femmes, justement. Donc ça montrait aussi l'importance des femmes dans la marche. Maya Angelou, Je notamment. C'est ça, c'est une poétesse, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais- Désolé, Scalo, Et vas-y. du coup, et c'est pour revenir sur l'importance du coup des figures des femmes, c'est que le début du film, il y a un peu une présentation, parce qu'il y en a 2 personnages du coup, Jamal et Gary, qui ont emmené une photo de leur copine. Ouais. Et il y a une symbolique quand même, t'es pas obligé d'emmener une photo de ta copine quand tu vas à une marche comme ça. Mais ils l'ont emmené un peu personnellement, et ce qui est marrant, c'est que les deux, leurs copines ont un rapport différent. C'est-à-dire que alors, la copine de Gary, elle se dit ah, pourquoi on n'a pas. Elle a pas. Moi, de ce que j'ai vu dans le film, c'est pas tant qu'elle est choquée elle, en mode elle aurait voulu venir. Et, ah putain, c'est un truc d'homme, vous me laissez pas venir. C'est le fait ah, c'est qu'un truc d'homme, pourquoi je pourrais pas venir? Mais, Mhm. Ouais, c'est vrai. mais t'as pas l'impression qu'elle développe une telle envie de venir. À côté, quand tu prends Jamal, bah, étant donné que c'est Farrakhan qui a dit faut pas emmener, c'est un truc d'homme et tout, donc tu t'imagines que lui, sa femme et tout, ils ont compris ça. Mais le changement d'état de Jamal, il vient de sa femme. Ça veut dire que sa Ouais. femme, elle a cette importance extrême dans sa vie, et la raison pour laquelle il est là, et peut-être pas dans un cercueil, c'est sa femme, tu vois. Donc c'est dit très discrètement tout au cours du film, mais c'est l'importance des femmes. C'est vrai que c'est là où c'est très intéressant ce que vous avez dit, c'est que elles sont pas très souvent présentes. Parce que comme on dit, de façon vraiment visuelle, il y a tout au début du film, il y a quand il y a les deux au moment où ils s'arrêtent, il y a celle qui gère, celle qui est serveuse, et voilà, c'est quasiment les seules femmes qu'on voit. Mais en filigrane, dans les discussions des personnages, quand ils parlent de leurs relations et tout, elles sont toujours là, et elles ont toujours un rôle prépondérant dans leur vie. Et ça, c'est. Ou même, encore une fois, comme tu as dit, Data dans les extraits, c'est à chaque moment, je veux dire, le fait qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, c'est tout le temps mis en question. C'est tout le temps dit à quel point elles sont importantes, même quand elles sont absentes. Et c'est pour ça, oui, il y a vraiment la place des femmes. C'est toujours un rôle plutôt positif, ce qui est une bonne chose. Hein. Ouais. Bah, du coup, est-ce que vous avez un dernier propos ou pas? Que sinon, Moi, je redis ce que j'ai dit tout au début, c'est que
globalement, c'est un bon film. Donc, pour moi, c'est un bon film. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Moi, ce qui m'a le moins plu, c'est peut-être l'aspect un peu stéréotypé, archétypal, un peu trop poussé à certains endroits. Et pareil, certains jeux d'acteurs qui est très inégal à certains endroits. Donc, par exemple, le personnage de Jeremiah est très très bien. Voilà, l'acteur est excellent, alors que d'autres, bon, sont un peu moins bien. Mais par contre, tout l'aspect historique, contextualisation, ça, je pense, c'est très très bien. Et la preuve, c'est que malgré tout, plus de 20 ans, ou quasiment 20 ans plus tard, on en discute encore, et c'est quand même assez, voilà, assez intéressant d'un point de vue politique, historique. C'est un bon film pour ce côté-là. Ouais, bah écoute, moi je suis assez d'accord aussi avec l'analyse artistique du film. C'est pas un très grand film, mais et puis même l'œuvre en général, j'ai envie de dire de Spike Lee, c'est pas forcément le plus grand des cinéastes et tout. Mais par contre, encore une fois, l'importance qu'il peut avoir dans la communauté noire ou dans voilà je sais pas pour les descendants de noirs ou des trucs comme ça, bah, elle est primordiale. Donc voilà, c'était intéressant de le revoir quelques années après avec une vision différente, un aspect, comment dire, une connaissance politique aussi différente, et ça permet d'analyser différemment l'œuvre, quoi. Très bien. Je pense qu'on a chacun eu une bonne discussion là-dessus. Donc on va terminer Ouais. par, je pense, quelque chose qui peut être intéressant, des recommandations. Donc est-ce que peut-être que ce film vous a inspiré à voir d'autres films de la filmographie de Spike Lee. Peut-être que vous voulez parler d'un film que vous avez vu cette semaine ou la semaine précédente. Peut-être que vous voulez parler d'un film que vous allez voir cette semaine ou la semaine suivante. Là, c'est un petit moment juste pour vous, pour recommander, pour essayer d'inspirer les gens qui vont écouter du coup cet extrait. Peut-être vous avez pas. Salut, Dota. Perso, donc pareil, comme je l'ai dit au début, je pense avoir vu Malcolm X de Spike Lee, mais je suis pas sûr. Donc peut-être que j'irai le revoir pour me rafraîchir la mémoire. Et sinon, en termes de films que j'ai vus récemment, donc c'est pas vraiment un film, c'est plutôt une série que j'ai vue qui s'appelle Scavenger's Reign. Je sais pas si je le prononce bien ou pas, mais c'est une série. Donc c'est une série animation 2D, 3D on va dire, bon, je vais pas du tout spoiler, mais c'est de la science-fiction plutôt bien faite sur un groupe de voyageurs dans l'espace qui vont s'échouer sur une planète, et voilà, ils vont essayer de survivre là-dedans, et c'est une série très très bien faite. Donc pour ceux qui aiment bien la science-fiction et un peu des questions un peu existentielles, un peu aussi écologiques, la relation homme-nature, etc. C'est une très bonne série. Parfait. L'escaldente, t'as des petites recos? Ouais, vite fait, ça va définir un peu à l'ancienne, mais qui reste un peu dans le thème, justement. Le majordome, là, pour comprendre un peu la vie de Jeremiah, je le recommande, un film je crois que c'est 2013, un truc comme ça, avec Forest Whitaker, très très bon film et Ah tout. oui, excellent film. Ouais. Et il y a aussi Fruitvale Station, si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande fortement, archi intéressant. Et la série aussi When They See Us, qui est stylée aussi, donc voilà, c'est un peu mes recos dans le thème, quoi. Bon, parfait. Parfait. Et toi, Moi, j'ai Escalade, t'as déjà des eu. Ouais, recommandations? Escalade, ouais. Que j'ai pensé mes recos. Oui, moi, je vais faire des recos un peu pour vous changer dans la filmo de Spike Lee. Peut-être là, vous avez l'occasion de découvrir un peu sa vision politique directe, mais il y a une vision politique indirecte de Spike Lee, notamment à travers son film le plus connu de basket, He Got Game, qui est un film du coup qui parle à la fois de ce que c'est d'être un basketteur à la fac, où vous n'avez pas le droit d'être payé, mais qu'en même temps vous avez possiblement des problèmes d'argent, vous, votre famille. Du coup, le métier de sportif professionnel, c'est un métier qui met votre corps à l'épreuve, vous pouvez facilement vous blesser. Donc, tandis que votre fac, elle va gagner beaucoup d'argent, qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, parmi les fonctionnaires les mieux payés, c'est très souvent des coachs de fac.
Donc il y a quand même des sommes, des millions et des millions qui sont en jeu, tandis que vous, qui n'êtes qu'un joueur, vous ne touchez pas ces millions. Et du coup, EGOT Game, ça met vraiment ça en question. Le fait que déjà à l'époque, en sous-main, glissait déjà des billets pour que tel joueur aille plutôt vers telle équipe après quand tu passes du lycée à l'université, ou bien quand tu vas du coup à NBA, que tu essayes de plus t'approcher de telle équipe ou pas, notamment avec un Denzel Washington qui joue le père, le daron prisonnier, tout ça. Donc voilà. Et puis, évidemment, pour les fans de basket, il y a Ray Allen qui joue le personnage titre, donc c'est magnifique à voir. Bon, pas le meilleur acteur, mais bon, on s'en fout, tu vois. À la même époque, Shaq faisait bien pire. Donc c'est quand même pas si mal de voir un Ray Allen là-dessus. Alors, autre chose, je ne l'ai pas vu du tout, donc je vous la recommande pas chaudement, mais si jamais ça vous pique votre curiosité, ça a un peu piqué la mienne, donc j'irai voir quand même quelques épisodes après la fin de ce podcast un peu. C'est Swagger, du coup, qui est la série du scénariste de Get on the Bus. À ce qui paraît, ça parle d'un personnage un peu à la Kevin Durant, ou voir ce que ça donne, hein, parce que voilà. Donc c'est un peu mes deux recos basket, hein, pour faire ça. Alors Swagger, est-ce que ça met autant les questions politiques en avant que fait EGOT Game, je sais pas. En tout cas, si vous êtes aussi fan de basket, ça peut être aussi l'occasion de découvrir les deux auteurs un peu de ce film-là d'une façon différente. Donc voilà, je vous remercie pour d'avoir participé tous les deux à ce premier épisode. Un peu du... Merci à toi pour l'organisation et pour tout. Et à une prochaine. Hein. C'était vraiment chouette. Du coup, voilà. Donc, comme d'habitude, les prochains clubs ciné seront organisés sur le Discord. Donc, un nouveau film sera bientôt choisi. Alors, étant donné qu'on est dans la période des fêtes, ce sera sûrement programmé en janvier. Donc, pareil. Donc, peut-être un samedi. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé en mettant ça le dimanche, mais... c'est vrai que vu qu'on est en pleine période de manif, les manifs tombent souvent le dimanche. Donc samedi, la plupart des gens auront quand même un temps libre et en même temps pourront manifester le lendemain, le dimanche, sans ton problème. Donc on verra un peu ça, comment on prévoit ça à l'avance ou pas, ou si est-ce qu'on fait ça un dimanche où il n'y a pas de manif. Que voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le format, que ça n'a pas été trop long, que quand même... vous avez eu toutes les infos qui vous intéressaient. Du coup, vous qui êtes avec moi en train de parler, vous ne voyez pas le résultat, mais les personnes qui rattraperont cette discussion via le petit fichier que je prépare là, eux, ils auront le plaisir du coup d'avoir quelques images d'illustration à certains moments. Donc j'espère qu'ils aimeront bien le travail qui a été fait et qu'ils nous rejoindront pour la prochaine fois pour discuter aussi avec nous. Au revoir.